Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Granger. Salut Jean-Baptiste. Salut. Alors, tu as plusieurs métiers, mais un principal, c'est celui d'artisan pâtissier et aussi viennoiserie, tout ce que l'on connaît dans le monde de la boulangerie. Avant de détailler ce que tu fais, ton métier et ta vie, comment tu pourrais expliquer ton métier à un enfant de 5 ans de manière ludique? Oula. De manière ludique pour un enfant, en étant très terre à terre, nous on fait du pain au quotidien, du pain et des gâteaux. Donc vu comme ça paraît cool, tu vois, ça paraît facile. Et c'est vrai que c'est un produit que les enfants connaissent bien. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de travail et des choses auxquelles les enfants ne penseraient pas forcément. Mais tout ce qui est le nettoyage, se lever tôt, travailler les week-ends, voilà. Toutes les contraintes qu'on peut imaginer dans la vie Exactement. d'adulte. Pour un enfant, ça paraît merveilleux, mais la réalité, elle est quand même un peu plus difficile. Bon, on va en parler justement de ton métier, on va parler aussi de ton parcours, de ta vie de compétiteur, de travailleur acharné, je pense qu'on peut le dire. Tu as un parcours du haut de tes 30 et quelques années aujourd'hui, 33. 33, Ouais. qui est déjà bien rempli, avec des prix, avec des distinctions, avec des projets tout aussi différents les uns des autres. Tu as démarré assez tôt, comme beaucoup de monde dans le métier de l'artisanat en apprentissage. Est-ce que cette passion, ce métier t'est venu assez tôt dans ta jeunesse, quand tu étais enfant, ou quel moment tu as eu le déclic? Alors le déclic, c'est une histoire un peu particulière parce qu'en fait, j'étais parti pour faire des études en seconde générale, un peu comme mes grands frères et donc c'était destiné La voie à tracée? ouais, bac S, machin. Et en fait, au bout de 6 mois de seconde générale, catastrophe, j'avais plus du tout envie d'aller au lycée, ça me plaisait pas du tout. Et l'anecdote, c'est que c'est un conseiller d'orientation qui m'a fait un test, tu sais, basique avec des croix, machin. Il me dit, bah, écoute, de ce qu'il en ressort, c'est la boulangerie, pâtisserie, machin. Je dis, bon. Et à cette époque-là, je mangeais pas de pain. J'avais 15 ans ou 16 ans, j'aimais pas le pain. Je dis, quand même, c'est étrange, tu vois. Bon, et du coup, j'ai fait mon stage pendant mon année de seconde parce qu'au lycée, on me voulait plus, tu vois. J'étais vraiment un branleur, entre guillemets. Et toujours facile quand même. J'y arrivais, mais j'avais plus envie. Donc, du coup, j'ai fait un stage en fin de seconde, et ça s'est super bien passé. Et après, derrière, j'ai bataillé un peu, j'ai galéré pour trouver un patron d'apprentissage. Mais en fait, ça a été un peu entre guillemets le choc chez moi parce que c'était pas du tout le. La, C'était la pas du tout. culture de Ah, pas la... du tout. Et même si mon père était artisan prothésiste dentaire, mais j'étais pas destiné du tout à ça. Donc ça a été un peu compliqué à amener. Mais en fait, du coup, j'ai trouvé mon premier patron à 16 ans. Et après, c'est parti, ça a roulé avec tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, c'était pas du tout destiné, pas une passion de plus petit, vraiment pas quoi. C'est important le premier stage que tu as fait, parce qu'au Ouais. final, la personne que tu as rencontrée t'a servi de déclic, alors que ça aurait pu être... Tout à fait, en fait, cette première personne, en fait, il s'avère que c'est Monsieur Chastel à Pontac, là où finalement j'ai fait tout mon apprentissage, en fait. Donc, il t'a gardé. alors il m'a pas gardé au début, il m'a dit qu'il n'y avait pas de place, donc j'ai bataillé, j'ai fait des stages à droite à gauche, c'était dur, même pour ma mère, je me souviens, elle était désespérée, elle me disait mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Elle m'a dit je sais pas combien de fois. Et au final, quelques semaines avant la rentrée scolaire, j'avais pas de patron pour mon CAP. Et Monsieur Chastel m'a rappelé, et du coup j'ai passé 5 ans en tout, et j'ai connu que ce patron-là en fait, donc ça a été aussi grâce à lui que j'ai pris goût entre guillemets, à la perfection et à l'amour du travail bien fait, parce que c'était un super formateur, et c'est toujours, tu vois, je le dis, mais c'est toujours très important, un patron il peut te changer une carrière, dans le bon sens comme dans le mauvais, et je vois trop de jeunes encore qui sont entre guillemets écœurés du métier parce qu'ils sont Mm. dans une boîte où voilà, on leur laisse pas s'exprimer ou on leur fait faire entre guillemets que le sale boulot. Donc vraiment un grand merci à lui. Ouais. Justement, j'allais te poser la question, comment tu définirais ton patron avec la relation que tu as eue pendant 5 ans? Alors c'était une relation vraiment, comment dire, au début très travail, à la fin presque amicale parce que je suis quelqu'un comment dire, de bien constitué, je savais faire la part des choses, mais c'est vrai qu'on s'entendait super bien. Il m'a fait confiance depuis le début, en fait, dès mon CAP, il m'a de suite laissé un petit peu les rênes, il voyait que j'étais autonome, que je captais vite, donc on a eu une relation hyper, presque fusionnelle, et encore maintenant, quand je l'appelle ou que j'ai besoin, enfin, c'est toujours avec respect, parce que voilà, je l'ai toujours vouvoyé, j'ai toujours appelé patron, et c'est rigolo, mais au fond, il est hyper content, et il savait que j'allais vouloir, comment dire, que j'allais vouloir m'installer. Il voyait que j'étais un combattant et que lui, il a toujours voulu rester tout petit. On n'était pas nombreux, on était 4-5 maxi. Et il me disait, et là maintenant, quand il me voit faire, il me dit, mais t'es fou et tout. Mais bon, il me dit, je savais que t'allais faire ça.
Donc voilà, c'est plutôt très sain comme relation. Et j'ai peu de nouvelles, mais j'ai toujours un plaisir d'en avoir. Donc, tu as fait l'apprentissage chez lui, un CAP a commencé, Ouais. et la suite aussi, puisque tu as fait 5 ans chez lui. Alors en tout, 5 ans, ouais. 2 ans en CAP boulangerie, 2 ans en pâtisserie et 1 an en tant que salarié avant de bifurquer vers de nouveaux horizons et vers l'enseignement. Justement, avant de parler d'enseignement, sur cette partie apprentissage, il t'a aussi laissé la main pour que tu puisses t'épanouir. Sur Oui. l'apprentissage, faire des concours, en fait. Ouais, tout à fait. Alors en lien très très étroit avec la Chambre des métiers à Pau, là où j'étais scolarisé, il m'a toujours fait confiance pour ces concours. Donc quand j'étais jeune, ça remonte, c'était en 2009 ou je sais même plus les dates, mais d'abord j'ai fait les Olympiades des métiers en boulangerie, les Olympiades des métiers en pâtisserie. Donc ça c'était les premiers et après À chaque fois médaillé, à chaque médaille fois d'argent, d'or. médaille d'or. Ouais, c'est ça. À chaque fois médaillé. Donc déjà le goût de la compète et après j'ai fait les sélections pour le concours de meilleur jeune boulanger de France. Donc j'ai gagné le régional, le départemental, le régional et après la grande finale nationale où j'ai été titré un des meilleurs apprentis de France. Donc ça c'était vraiment mon premier entre guillemets gros concours. Pour mon âge c'était top, tu vois. Donc c'était en Alsace, ça m'a permis de voyager aussi parce qu'on était dans une famille où on partait jamais en vacances. J'avais jamais vu autre chose que Pau. Donc j'ai pris l'avion pour la première fois. Donc c'était des super moments. Et en suivant du coup la Coupe du Monde des apprentis aussi avec l'équipe de France. Donc là merveilleux, partir en Allemagne avec des stages de prépa et tout. Donc c'était vraiment chouette. C'était vraiment une bonne période apprenti où j'étais vraiment très très motivé. Et voilà, avec le côté aussi où du coup c'était quand même dur. Travailler tous les dimanches, c'était une petite boulangerie de village, Ouais. donc j'avais les concours, je travaillais le dimanche, c'était Tout vraiment l'entraînement. Tu t'es vraiment tout mis en fait. là-dessus. Ouais, j'ai un peu sacrifié entre guillemets ma jeunesse, tu vois, c'est pas péjoratif, hein, je regrette pas du tout, mais c'est vrai que comparé à mes potes, bah eux le week-end c'était les balles, c'était les trucs, et moi je travaillais le dimanche matin à 4h, donc tu te doutes que tu fais pas trop la fête quand c'est comme ça, mais je regrette pas parce que c'est, je pense aussi, ce qui m'a amené à en être là où je suis maintenant. Et justement, à quel moment tu as pris goût à la compétition? Parce que finalement, tu es allé assez vite, parce que c'est un vrai travail de l'ombre, un vrai travail de labeur et d'entraînement. Dès le début, tu as fait ces Olympiades de la boulangerie à Bordeaux. Ouais. Est-ce que dès le début, pour toi, ça s'est bien passé? Tu as reconnu que du fait d'avoir gagné, tout ce sacrifice-là en valait la peine et tu y as pris goût? Comment ça s'est passé, ta réflexion? Ouais, je pense que c'était un peu ça, c'était le fait de réussir, en fait, de gagner ses premières médailles. Alors c'était, maintenant avec le recul, c'est des petits concours, mais il n'y a pas de petits ou de grands concours, ça restait un concours. Mais le fait de gagner et puis de sentir cette dynamique, j'avais mon professeur, là, monsieur Lalisse, qui m'a suivi jusqu'à maintenant encore, mais qui me poussait vachement. Et puis il y avait ce côté, en fait j'aimais ce côté compète. Compète. Ouais, voilà, aller chercher autre chose que mon quotidien du travail. C'était vraiment ce truc-là, ça m'a amené à autre chose. Et puis en fait je pense que c'est un peu, bah, tu le vois avec les gens que tu as reçus, mais ce côté compète, qu'il soit dans le sport, dans les métiers, c'est une drogue après. Tu sais, une fois que tu as pris goût, C'est une vraie adrénaline. Ouais, exactement. Donc c'est ce que j'aime et que j'aime encore, quoi. Que tu aimes encore, que tu as réussi et tu as connu la compète individuelle, comme tu l'as dit, jusqu'à meilleur boulanger de France, parmi les meilleurs boulangers de France en Ouais. Alsace. Après, tu es parti en équipe de France. Oui. Là, du coup, pour les non-initiés, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Alors en fait, là, tu as une école qui s'appelle l'INBP, c'est l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie à Rouen. En fait, ils te prennent sous ton aile et du coup, on allait en stage un petit peu comme des régumens, tu vois, Ouais. c'est le Marcoussis Ouais. de la boulangerie. Donc on était tout jeunes, on était 3. Et du coup, tu as un meilleur ouvrier de France qui te préparait à ce concours-là. Donc j'allais faire les allers-retours jusqu'à Rouen et préparation jusqu'à l'épreuve en Allemagne où on finit second. Et moi, j'ai un titre honorifique de meilleure brioche du monde ou je sais pas quoi. Bon, voilà, Ouais, c'est ça. toujours, c'est toujours Médaille rigolo d'or dans la catégorie brioche de la Exactement. Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. C'est très spécifique, mais c'est Des apprentis, quand même voilà. énorme, ouais. Dans notre métier, pour les gens de l'extérieur, c'est vrai que ça peut paraître ridicule, mais c'est vrai que bon, pour nous, quand on y était, on était hyper contents. Ouais. Et puis, c'est les 2 premiers concours que tu as fait à l'international aussi. Ça Ouais. te change complètement d'échelle. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tu t'affrontes d'autres pays, tu affrontes des cultures différentes. C'est la vision du pain, tu le vois bien, dès que tu voyages, le pain en France ou que tu ailles en Espagne ou en Allemagne, ça n'a rien à voir. Donc c'était un peu différent, mais bon, écoute. Là, c'est les Allemands qui ont gagné, c'était chez eux. Voilà. Là aussi, dans ces métiers-là, tu te demandes s'il n'y a pas un peu de... Toujours compliqué ce monde des concours. Hein. C'est des choses dont on parle rarement, mais
il y a un côté, tu sais pas, voilà, tu sais que c'est un concours, t'as beau être le meilleur, t'es pas sûr de gagner, quoi. Ouais. Et est-ce que tu t'es nourri, à travers tous ces parcours, tous ces concours, de la culture des autres pays? Est-ce que ça t'a apporté une certaine ouverture? Non, peu, parce qu'en fait, tu vois, on se voyait que les épreuves étaient très courtes, c'était sur 2 jours, il y avait peu d'échanges. Alors en plus, l'anglais et moi, ça fait deux et ça le fait toujours. Donc non, t'avais pas vraiment le temps, on était vraiment focus sur ce qu'on faisait. Et non, pas trop le temps de s'ouvrir, non. On a au moins ça en commun avec la langue de Avec Shakespeare. l'anglais, ouais, c'est ça. Tu as fait ces différents concours en tant qu'apprenti, Ouais. qui t'ont plutôt réussi, tu l'as dit, tu as été salarié. Ouais. Et après, tu as voulu voler de tes propres ailes. Monsieur Castel n'avait pas trop tort et il Ouais. t'avait vu venir. Alors, enfin, oui, en fait, c'est un peu la force des choses. C'est-à-dire que après cette grosse période de 5 années chez lui, là, j'ai eu un petit, moment un peu faible. J'aime pas le mot burn-out, mais c'est vrai que j'avais beaucoup donné en fait pendant ces 5 années entre mes concours et après dans l'entreprise. Voilà, j'étais quelqu'un d'hyper dévoué, je comptais pas mes heures, j'aimais tellement ce que je faisais que j'ai eu un coup de moins bien. Et en fait, il s'avère que je suis tombé, alors c'est bizarre, mais tombé allergique à la farine au bout de 5 ans de métier. Et il y en a beaucoup, moi, dans mes équipes, maintenant, j'en ai plein qui sont allergiques. Et en fait, de ce fait-là, allergique, machin, il y avait aussi un côté mental où j'avais plus trop envie de faire ça, de rester chez lui, j'avais envie de bouger, je savais pas, j'étais un peu perdu. Et du coup, c'est mon ancien prof, justement, qui m'a proposé une place. Il m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui s'en va. Nous, on est intéressés, on sait que tu es plutôt bon dans ce que tu fais. Donc, si ça t'intéresse, il y a une place au CFA de Pau. Donc, j'ai dit, ça tombe bien, je suis allergique, j'aurai moins de contact avec la farine. Et puis ce côté enseignement, ça me plaisait. Donc je suis rentré là-dedans très jeune, j'avais 21 ans ou 22 ans quand je suis rentré ici au CFA. Donc c'était un peu particulier, mais j'ai de suite aimé en fait. Ça m'a de suite plu. C'était un peu difficile parce que les élèves avaient presque mon âge, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça le faisait bien. Ça le faisait bien, donc j'ai fait ça pendant un bon moment. J'ai été à Pau, j'étais au CFA de Bayonne. Et après, à Bayonne, on ne m'a pas gardé, donc pareil, rebelote, petit coup de mou. Et je suis quelqu'un de très émotif, tu vois, donc dès que ça va pas dans mon sens, c'est vrai que très sensible, et du coup, dès que ça va pas, je suis pas bien. Et donc, j'ai passé un petit moment un peu flou aussi, après Pau et Bayonne en tant qu'enseignant. Et après, c'est le lycée de Morlas qui m'a repêché, tu vois, entre guillemets, qui m'a proposé un poste. Et donc là, je suis rentré au lycée, j'ai passé 3 ou 4 ans même. Donc là, j'ai beaucoup apprécié, j'étais un peu plus mature, je devais avoir 25 ans, tu vois. Donc ça reste jeune pour enseigner, mais je me sentais déjà un peu plus légitime. Et donc là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, voilà, ma vie pro a fait que j'ai voulu partir sur d'autres horizons, mais l'enseignement très intéressant parce que les jeunes, bon, il y a de tout, mais il y avait quand même des jeunes qui étaient très motivés et très intéressés par mon parcours et qui se servaient un petit peu d'exemple de mon parcours, donc c'était chouette. Et justement, 2 questions par rapport à ça. Tu étais le prof le plus jeune, j'imagine, du haut de tes 21-25 ans. Ouais, je pense. En salle de prof, ça devait faire bizarre. Ouais. Est-ce qu'on t'a fait la blague, tu t'es trompé de salle au début? Ouais, non, pas ça, Pas mais jusque-là. oui, c'était. Alors, ce qui était étrange, c'est que mes anciens profs sont devenus mes collègues en suivant, en fait, parce que je me retrouve en salle des profs avec des gens qui étaient mes enseignants en français ou en maths l'année d'avant, donc c'était particulier, mais j'avais toujours eu, entre guillemets, bonne presse là-bas, parce que je faisais des concours, tout le monde me connaissait, donc j'étais dans les petits papiers, donc ça s'est passé, non, c'est passé nickel. Comment tu as fait pour te sentir avec ta jeune expérience malgré les concours légitimes pour apprendre le métier que tu continuais de découvrir? Parce que c'est, comme tu dis, l'apprentissage, c'est un long apprentissage aussi, ce parcours. Et derrière, quelle a été la relation justement avec ces jeunes qui, comme tu le dis, ont à peine quelques années de plus? Est-ce que ça a été facile pour le coup de discuter avec eux parce que vous êtes de la même génération ou ça t'a apporté quelques contraintes? Non, c'était quand même assez facile parce qu'en fait, ces jeunes-là, quand ils arrivent, ils n'y connaissent rien. Donc, dès le moment où tu leur montres que tu maîtrises ton sujet, il y a de suite quand même un côté hiérarchique qui s'installe dans la partie travail. Après, dans la partie un peu, on va dire, humaine, c'était un poil plus compliqué des fois parce que voilà, il y avait des jeunes, des fois tu as des jeunes qui avaient 20 ans, j'en avais 21. Donc là, c'était un peu plus sport. Mais tout ce qui touchait à la pratique, en fait, ils savaient que je connaissais mon job et donc ça se passait vraiment très bien. Franchement, je prenais beaucoup de plaisir en fait à enseigner avec les jeunes. Ce qui m'a un peu démotivé après, c'est plus tout ce qui gravitait autour, tout ce qui était administratif, informatique, machin. Enfin, je sentais bien que je ne pouvais pas faire carrière là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'administratif pour moi. Moi, ce que j'aimais, c'était enseigner, mais au final, tu sais, sur des contrats de 21 heures, tu fais 10 heures d'enseignement physique. Après, c'est que de la paperasse ou des cours théoriques. Donc, c'est ce qui a fait aussi que je ne me voyais pas faire ma vie là-dedans.
Donc, tu as quitté l'enseignement après à Morlas. Ouais. Et là, tu es reparti. Et alors voilà, en fait, en parallèle, quand je suis rentré à Morlas, j'avais aussi une activité, donc la fameuse pâtisserie Granger, on va dire, que j'avais commencé à développer. J'étais tout seul chez moi, en fait, vu que j'étais un peu hyperactif, j'avais donc un contrat éducation nationale, c'est 21 heures, tu vois. Et je me disais, je peux pas faire que ça. Ça te laisse du temps. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, en fait, j'avais créé chez mes parents un petit labo de pâtisserie où j'étais tout seul. Et je faisais des gâteaux pour des boulangers. Alors, tu vois, j'avais un client pour démarrer, deux. Et en fait, petit à petit, ça a grossi. Et comme tu dis, je me suis associé à un moment donné. Tu vois, on en a parlé avant l'émission. Mais à un moment donné, du coup, je voulais pas laisser ma place de prof parce qu'elle était quand même bonne. Tu vois, donc je m'étais dit, tiens, j'ai un copain qui est passé, on s'est associé. Et on a continué à grossir un petit peu. Et en fait, bon, ben, voilà, comme beaucoup d'associations, ça s'est pas très, très bien terminé. Et en fait, ça a été un peu le déclic, un ras-le-bol général du lycée et cette séparation, entre guillemets, ça a fait qu'en 2019, c'était juste après mon titre de champion de France, où j'ai dit, bah, écoute, j'arrête l'enseignement, j'ai quitté l'enseignement. Et je me suis mis vraiment à développer la pâtisserie Granger, où on a été chercher plein de clients, tu vois, sur Pau, des restos. Beaucoup de restaurants. Beaucoup de Tu as restaurants. été surtout connu ici Par les restaurants. Par les restaurants, au début. C'était un peu stratégique. Alors, c'était pas voulu, mais finalement, ça m'a bien servi parce qu'en fait, on s'est implanté un peu partout, tu vois, sur l'Escar, au centre-ville. Donc, les gens connaissaient. Et en fait, c'est là où c'était un peu compliqué dans la tête des gens. C'est que, donc, en 2019, pour continuer sur les concours, on a remporté donc, la Coupe de France de boulangerie. Oui, parce que tu passais très vite. Mais tu as été champion de France Et de champion boulangerie. Champion de France à Lyon, en plus, Lyon, au Syrah. Donc merveilleux, franchement. Ouais, faut qu'on en parle parce que c'est le gros forum, C'est ça. la grosse organisation annuelle du métier de la gastronomie. Et en plus, tu as dû visiter, tu as dû pouvoir faire des rencontres, découvrir des choses. Parce que là, tu étais dans un autre contexte, j'imagine que tu y es resté un peu plus longtemps. Oui, on y a passé quelques jours. Alors, c'est un salon, c'est le salon par excellence de boulangerie-pâtisserie où il y a tous les concours qui se passent. Donc là, c'était 2019. Donc là, j'étais en parallèle, j'étais prof à Morlas. Donc là aussi, période très difficile parce que la pâtisserie à gérer, le côté prof, plus l'entraînement au concours où c'était quasiment quotidien. Donc des fois, ça nous arrivait de nous entraîner de 2h à 7h avec mes deux collègues. Parce que moi, j'avais cours à 8h. Donc on s'entraînait à Morlas de 2h à 7h du matin ou à 8h. Et moi, tac, en suivant. Tu faisais ta deuxième journée. C'était fou. Alors, franchement, à y repenser, tu te dis que c'est fou, mais ceux qui connaissent les concours, malheureusement, ça en passe par des sacrifices durs, tu vois. Et donc là, c'était différent parce qu'on était à 3, donc avec Gaëtan et Nico, mes potes. Donc eux aussi, chacun avait un boulot. Enfin, c'était fou, tu vois, pour trouver des plannings, pour se caler. Mais bon, on aimait ça. On s'était inscrit à cette Coupe de France qui était déjà un concours hyper réputé et qui... Depuis quelques années, le niveau s'était vachement élevé, donc on y partait un peu au feeling. Et... Comment tu as connu Nico? Alors, ils étaient en classe au CFA avec moi. Alors, okay. Gaëtan était une année en dessous, mais on était tous issus en fait, du même prof, ce fameux Didier Lalisse. Et on était tous ses poulains un petit peu. Et c'est Nicolas qui avait l'idée de s'inscrire à ce concours. Il fallait être 3, et donc il en a parlé à Didier. Didier m'a dit, si ça t'intéresse, il y a Nicolas, il rentre de Monaco, machin. Et donc j'ai dit, bah, écoute, on y va, on s'inscrit. On se connaissait peu en fait. Et du coup, on s'est vu en début d'année 2018. On s'est entraîné pendant quasiment un an, tu vois. Enfin, c'était pas facile parce que lui était à Monaco jusqu'en juin ou en juillet 2018. Donc, enfin, c'était vraiment galère. Gaëtan était prof à Bordeaux. Enfin, c'était compliqué. Ouais. Tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Donc, c'était les week-ends. Enfin, c'est vraiment sacrifice dur. Oui, c'est important parce qu'on voit ce que tu es aujourd'hui. Ah, il faut oui. aussi se souvenir ce que tu as fait. À refaire, je sais même pas si je le referais. C'était fou, quoi. Parce que 2019, ouais, c'était vraiment une année cata. Et c'est ce qui fait aussi que du coup, j'ai craqué encore un peu mentalement derrière. Parce qu'en fait, tu as une telle chute derrière. Alors, heureusement, entre guillemets, qu'on avait gagné, tu vois. Parce que quand tu fais tout ça pour, entre guillemets, rien, alors tu apprends toujours des concours, machin, c'est les phrases un peu bateau. Mais je peux te dire qu'il vaut mieux gagner quand même. Parce mentalement, c'est quand même mieux. Mais du coup, ça a été très dur. Ouais. Ça a été vraiment très dur après le coup de mou. Et, non, mais c'est... aventure merveilleuse, franchement, concours. Comme tu dis, c'est vraiment un travail d'un an, toute une approche et un vrai entraînement, pas militaire, mais vraiment professionnel, avec de vie. Comme un sportif. Comme un sportif. Non, mais, alors, pas avec forcément l'hygiène de vie d'un sportif, mais par contre, ouais, tu répètes en fait.
tu répètes, tu te remets en question. Enfin, c'est très dur. Hein. Tu as une partie aussi dossier, machin, des dossiers à faire. En fait, tout. Et en fait, pendant ces périodes-là, tu vis que pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'inconsciemment, tu ne penses qu'à ça. Tu es toujours en train de te noter un truc sur le téléphone parce que, pareil, tu es avec des gens en train de discuter, pim, tu as une idée qui vient, rien à voir. Enfin, c'est vraiment, ça te ronge le cerveau, ces concours, mais c'est ce que j'aime aussi. Et il y a aussi ce côté où dès que c'est fini, en fait, t'as un gros down. Tu sais plus quoi faire. Ouais. Franchement, tu retrouves une vie normale et en fait, je pense que la vie normale, c'est pas fait pour moi. Tu vois, Elle te paraît fade. Ouais, elle te paraît fade, exactement. Donc tu as été champion de France avec ce duo. Ouais, en janvier 2019. En janvier 2019, ça s'est bien passé du coup. Qualif vous êtes allé qualif pour le championnat d'Europe. Ouais, championnat d'Europe. Pareil, sur un gros salon à Nantes en octobre, donc le Serbotel. Alors là, là, entre guillemets, on était favoris, alors que sur la Coupe de France, on n'était pas du tout. Personne ne vous a vu venir. Pas du tout. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est qu'on était suivi par M6, par 66 minutes grand format. Et ils suivaient 3 équipes. Non, pas du tout. Ils suivaient 3 équipes. Ils suivaient une équipe du Cordon Bleu Paris, qui est l'une des plus grosses écoles. C'était, entre guillemets, les favoris. C'était des machines de guerre, les mecs. Mais vraiment. Donc il y avait eux. Il y avait une équipe qui était à Hong Kong ou par là-bas. Des Français expatriés qui étaient profs. Donc eux aussi dans les outsiders. Et il y avait nous, les 3 jeunes. On était les 3 plus jeunes. C'est ce que j'allais te dire. Parce qu'au niveau de l'âge... On était, on était les 3 plus jeunes, ça c'est sûr. Et donc en fait, on a été suivis un peu comme les mecs sympas du Sud, tu vois. Mais pas du tout les mecs qui allaient gagner l'émission, hein. Vraiment pas, je pense pas. Qui allaient gagner le concours, tu vois. Donc en fait, les mecs nous suivaient toute la préparation. La semaine avant, en fait, on avait M6 tout le temps avec nous, ils étaient avec nous. Enfin, c'était génial, tu vois. Mais au fond de nous, on savait pas trop si on était prêt ou pas. On savait pas trop se positionner par rapport aux autres parce que ça reste un concours. Et tu peux être très bon aux entraînements, mais le jour J, voilà, tu peux passer à côté. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, au fur et à mesure que l'épreuve avançait et que le tournage se passait, en fait, ils étaient en train de se dire, putain, mais en fait, ils vont gagner pareil. Une caméra, t'en as eu 2-3 autour. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, les favoris, paf, ils font une mauvaise journée. Donc, du coup, on a été mis en avant et c'était génial parce que la façon dont avait été tourné le reportage sur 66 minutes, en fait, au final, c'était génial parce que dès le départ, tu sais pas quand, t'es sûr qu'on va pas gagner. Parce qu'ils nous ont fait passer pour ce qui était vrai. On avait oublié des trucs, on était étourdis. Moi, j'avais oublié mes recettes. Ils ont appuyé sur un. Mais c'était, ça reste de la télé. Hein. Donc, oui, c'est raconté. J'oublie mes recettes, on met que ça, tu vois. Que ça en avant. JB le truc, il oublie ses recettes. JB essaye de gruger parce que je sais plus. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Et le dénouement, il est génial parce qu'en fait, c'est nous qui remportons cette édition là, 2019. Donc génial. Et donc qualif pour la Coupe d'Europe et là. Téléphone, 66 minutes qui rappelle du coup. Et là du coup, donc ils nous suivent, mais en gros par contre là on était les favoris. Donc ils ont suivi l'Italie, ils ont suivi la France et je sais plus, il y avait un 3e pays qui était suivi. Donc là par contre un peu plus de pression parce que Coupe d'Europe en France, on était voilà. Tu passes du postulat d'outsider tranquille. Là, tu finis avant-dernier, limite, bon c'est pas grave. C'était pas grave, ouais. Non, on était des mecs sympas, tu vois. Ouais, voilà, t'étais un mec sympa du Sud-Ouest. Les jeunes. Mais à devenir avec le rôle de favori, ça va être différent. Ouais. Et du coup, ça a été tourné toujours, voilà, comme il l'avait imaginé. Donc, ça restait sur la même ligne éditoriale, comme on dit. Ouais, non, justement, là, ils nous ont mis un peu plus en position de favori, machin. Donc c'était, c'est génial, tu vois, l'expérience télé, franchement. C'était vraiment top parce que tu as quelqu'un avec toi au quotidien, donc du coup tu dois faire gaffe un peu à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Et là pareil, dénouement toujours heureux, on gagne à l'arrache, tu vois, on gagne contre les Italiens, enfin c'était chaud, tu vois, parce que même il y a même une rivalité, tu vois, que ce soit dans le foot ou quoi. Là franchement c'était chaud parce qu'ils étaient suivis aussi et donc on s'est tiré la bourre et finalement tu vois, champion d'Europe en octobre, donc là génial. Vraiment génial, toujours avec mes 2 potes et notre entraîneur Didier qui était notre prof. Et en fait, on parlait de ça parce que tu sais, les gens ne comprenaient pas en fait. Ils voyaient passer dans la presse parce que du coup, on était vachement relayés, que ce soit sur les réseaux et encore, c'était moins actif que maintenant, mais on est passé partout, tu vois, les journaux, machin, donc c'était top. Sauf que les gens ne comprenaient pas parce que moi, j'étais pâtissier, mais j'étais pas boulanger, alors que j'étais champion de France et champion d'Europe. Et c'est vrai que ça pesait parce que les gens ne comprenaient pas trop. Ils me disent, mais tu fais du pain aussi? Je croyais que c'était pâtissier. Enfin, les gens mélangent un peu tout. Les gens pensent que boulanger, pâtissier, c'est le même métier. Mais c'est vraiment 2 métiers à l'opposé. Vraiment, c'est pas le même métier. Donc, ça, force à force, je me retrouvais avec cette pression. Alors, c'est de la bonne pression, mais les gens me disent, pourquoi tu fais pas une boulangerie?
Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. En fait, moi, j'avais mon labo, je livrais mes petits restos, j'étais le roi du pétrole. Ouais. Et je disais toujours, non, mais moi, mon modèle, il est comme ça, il est le bon. J'ai pas envie de me prendre la tête, machin. Et bon, et après, la vie a fait que j'ai rencontré un client à nous, en fait, qui était en centre-ville, qui était à la boulangerie Marsan, rue Foch. Et un jour, il me dit, tu veux pas racheter ça là? Il me dit, moi, j'ai la retraite, avant que je le mette à vendre, si ça t'intéresse. Et en parallèle, mon pote, un des deux, il s'est installé sur Bordeaux. Il m'a dit, ouais, moi je m'installe et tout, c'est bon, j'en ai marre, je veux m'installer. En fait, tout ça a fait que j'ai dit, T'as eu de bons échos de ses premiers mois chez lui? non, il n'avait Même pas pas? ouvert, on a Ah, ouvert si, en pas même ouvert. temps, ou il a ouvert juste un peu avant moi. Ça Mais t'a donné je envie? me disais, tiens, lui il va y aller, moi je le fais pas. Et petit à petit, j'ai dit, tu sais quoi, et on y va. Et du coup, j'ai racheté ma première boutique là en 2021, tout début 2021. Donc en fait, fin 2019, on est champion. 2020, j'ai mûri ce projet et j'ai développé surtout la pâtisserie où on était déjà 4 ou 5, tu vois. Et derrière, la suite logique, ça a été ça, c'est que j'ai eu l'opportunité de racheter ce fonds de commerce. Et là, c'est parti, tu vois, 2021, on est dedans. Juste pour le concours, pour revenir un peu en Ouais. arrière, je voulais pas te couper. D'après toi, ça s'est joué à quoi? Le challenge entre la France et l'Italie, cette vraie rivalité où ça s'est joué à peu de choses? Avec le recul, est-ce que vous l'avez analysé? Non, après, il y a tellement de notes dans ces concours, c'est très particulier, tu sais, les concours de cuisine ou de boulangerie, tu sais, t'as des barèmes de notation où tu dois avoir, je sais pas, 300 notes. Et ouais, c'est fou. Et Ah oui. au final, tu as une note sur 1000, c'est vraiment un gros truc. Et je sais que ça s'était joué genre à 5 points sur 1000, tu vois, donc c'était que dalle. Donc tu sais pas, il y a tout, il y a de l'hygiène, il y a les pénalités sur le temps, tout est mesuré, tu vois, une baguette, elle doit faire entre 48 et 52 cm. T'es pénalisé s'il y a Surtout, fait. tout est pesé, tout est mesuré. Un croissant, il doit faire 55 grammes. Enfin voilà, c'est vraiment la rigueur d'un concours. C'est ce qui est très difficile en fait parce que la plupart des gens savent faire, mais après il y a ce côté rigueur qui est hyper compliqué. Donc non, ça se joue à rien. C'est la magie des concours. Quand ça tourne pour toi, tu dis que c'est la magie des concours. Et sinon, dans l'autre sens, tu dis que c'est la dure loi des concours quand tu gagnes pas, tu vois. Donc tu as acheté ton premier commerce en début 2021. Ouais. Enfin, le temps de mûrir et tu as lancé. C'est ça. Là, tu pars vraiment dans l'activité entrepreneuriale et à sortir du bois, comme on dit. Exactement. Ouais, Comment- c'est le cas de le dire. Ouais, Ouais. c'est le cas de le dire. Et Ouais. sûrement aussi avec des déconvenus, avec tout ce que l'on connaît Ouais, en c'est tant ça. que lancement de projet chef d'entreprise. Tu peux nous raconter un peu ce fil rouge? Ouais, alors écoute, pour la partie entrepreneuriale, effectivement, tout nouveau pour nous, 2021, plein Covid en plus. Donc déjà, Bon timing. bon timing, ouais, compliqué, les banques, machin, donc tous les feux sont ouverts, donc c'était cool. Donc 10 février, on a récupéré le fonds le 1er février 2021. Le 10, on a ouvert, donc on a fait 10 jours de travaux avec mes parents, les copains, c'était de la folie. À l'époque, on ne savait pas où on allait, tu vois, on faisait ça, c'était fou pour moi, c'était mon rêve. Finalement, en fait, une fois que j'y étais, je me disais c'est ça que je voulais faire depuis le début. Mais je me voilais un peu la face parce qu'il y avait un côté aussi confort où là je livrais, machin. Mais non, c'est ça que j'avais envie de faire. Donc on est parti donc 2021, on se retrouve donc à racheter cette société avec 7 salariés dedans. Donc déjà là tu te dis, bon ok, cette personne, j'en avais déjà 4 ou 5 au labo de prod. Et en fait, direct, Ça commence à faire une belle équipe. ouais, déjà. déjà, avec 2 points, tu vois, de vente, donc avec un point de production à Bénéjac, un magasin à Pau, donc nouvelle vie, entre guillemets, parce que tous les jours à Pau, moi, me retirer de la production, être un peu plus dans la gestion. Et en fait, direct, ça a pris, tu vois, la mayonnaise a pris, on a eu de suite du monde. Et en fait, c'était un peu ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, j'avais tissé un petit peu cette toile avec mon nom dans les restos. Et au final, les gens, en fait, il y avait, c'est un grand mot, engouement, tu vois, mais dès qu'on a ouvert, en fait, les gens étaient au rendez-vous, tu vois. Dès le lendemain, on a fait le double de ce que faisait mon prédécesseur. Donc Ouais, en c'est fait, énorme. c'était fou. Et ouais, sauf qu'on n'était pas du tout prêt à ça, parce que nous, on se basait sur ces chiffres. Alors c'était rigolo, parce que lui, je m'en souviendrai toujours, il faisait que nous dire, si t'es bon, tu feras 10% de plus, tu vois. C'était quelqu'un d'un peu fier, Prudent, tu vois, ouais. qui avait quasiment 60 ans, tu vois. Et donc, il faisait que dire ça, ne change rien, parce que ici, ça marche comme ça, et si t'es bon, tu feras peut-être 10% de plus, machin. Et moi, dans ma tête, je savais très bien que j'allais tout changer, parce que c'était pas du tout ma vision Non, du c'est truc. ça. Mais bon, c'était délicat, je n'osais pas lui dire, je suis un gentil, moi. Et du coup, jusqu'au jour où on a ouvert, en fait, il pensait qu'on ne touchait à rien. Et le jour où on a eu les clés, en fait, le lendemain, on a tout pété. Donc, il est passé quelques jours après, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, mais je n'osais pas te le dire, moi, j'enlève tout, là, je pète tout, j'ai tout sorti, on a refait tout le magasin à notre image, et j'avais déjà bien en tête ma vision du truc, donc c'était chouette. Et donc 2021, Covid, période un peu folle, pas de surplace, le masque, oui, non, enfin un truc de dingue.
Et donc on a grossi petit à petit, donc ça a été très dur en production, tu vois, pâtisserie, on se faisait massacrer. Donc le labo pas adapté, enfin, c'était vraiment très très dur. C'était vraiment le démarrage, tout le monde s'en souvient, tu vois, ceux qui sont encore là s'en souviennent parce que c'était un carnage. On était habitué à notre confort, à envoyer nos restos tous les matins, livrer la boutique à coups de centaines de gâteaux. Enfin, c'était chouette quand on y repense, mais on n'était pas du tout équipé pour. Et, euh, et petit à petit, bah, écoute, comme tout le monde, hein, on a appris, on a grandi et on a étoffé les équipes, on a avancé tous ensemble. Après, le Covid s'est libéré un petit peu. Du coup, après, il y a eu la partie salon thé qu'on a ouverte donc dans un deuxième temps. Je crois que c'était au mois de juin ou comme ça. Donc ça, c'était cool, tu vois, terrasse, salon thé. En fait, ça nous a permis de nous lancer. Et après, voilà, développer gentiment. On a continué à développer les restos avec la partie pain finalement parce que les gens, du coup, étaient contents. Parce que certains se plaignaient qu'on fasse pas de pain. Et là, les restos, du coup, on leur livrait le pain, la pâtisserie. Donc c'était top, tu vois. C'était le bon moment de le faire après ces concours-là. Et donc, zéro regret maintenant, tu vois, avec toute la suite. Et est-ce que le fait d'avoir pris le temps d'ouvrir, c'était un pas, enfin, je ne sais pas si tu en parlais, mais la peur de revivre un échec inconsciemment, de rester dans ta zone de confort, puisque tu avais trouvé ton rythme de croisière en quelque sorte. Ouais, Ce que ouais. tu nous dis avec ton labo où voilà, tu avais ton train et ça marchait comme tu voulais. Non, c'était pas la peur de l'échec, c'était vraiment un confort, tu vois, c'était vraiment agréable. Je m'étais mis en tête que ce modèle, il était top, tu vois, tu fabriques, tu livres. Puis tu avais tellement bataillé avec tous les concours et C'est à faire ça. des doubles journées Ouais, que j'étais là, peut-être un peu dans le dur dans encore, le tu dur. vois. Et après, comme je te dis, une fois que je m'ennuie, il faut que je fasse autre chose. Et après, non, en fait, il y avait ce côté aussi où, bah, dans mon métier, tu sais, on a besoin de reconnaissance. Enfin, c'est naturel. C'est-à-dire que quand tu bosses bien, tu es content que les gens te le disent. Et pour avoir vraiment ce retour-là du client, il n'y avait pas d'autre solution en fait que de vendre en direct, de maîtriser de A à Z et de produire et d'avoir ma boutique. Donc une fois que j'étais en Cannes, non, c'est parti comme ça. C'était ce que je voulais et c'est ce que j'aime maintenant et c'est ce qui m'anime. Ouais, ce qui t'anime et ce qui t'a réussi. Il y a derrière toi ce fameux trophée. Ouais. Est-ce que tu peux en parler? Parce que là, jusqu'à maintenant, tu as fait des concours vraiment où tu étais noté par des professionnels. Ouais, tout à fait. Et là, tu as eu une approche et un autre concours, toujours avec M6. C'est ça. Ouais, décidément. toujours, ouais, décidément, ouais. Non. Ça, écoute, donc le début de cette aventure, c'était en 2022, donc un an après qu'on ait ouvert. On est contacté sur les réseaux, je crois, par la boîte de prod de la meilleure boulangerie de France. Et là, en fait, direct, 2022, moi, concours, j'ai dit là, c'est top, c'est ce qu'il me faut. Let's go. Ça me manquait un peu, tu vois. Et, Ouais, ça fait 2-3 ans que tu n'en avais pas fait. ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, direct, en fait, je connaissais l'émission, mais j'y portais pas plus attention que ça. Et c'est vrai que là, dès qu'ils nous ont proposé, en fait, direct, on a sauté sur l'occasion. Et on a rempli notre dossier, on a été pris direct. Et après, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que c'est un peu particulier, ça reste de la télé. Donc, on a tourné au mois de mai 2022. Notre sélection Aquitaine et ça a été diffusé qu'en février 2023. Donc en fait nous, tu vois, pour resituer un peu, oui, c'est ce que j'allais te dire. On va réexpliquer ce qu'est cette émission parce que tout le monde ne la connaît pas. La meilleure boulangerie de France, c'est une émission sur M6 qui est en quotidienne une certaine partie de l'année avec en alternance. La moitié de l'année presque maintenant. Ouais, la moitié de l'année maintenant. Ouais. Tu vois, je ne suis pas assez assidu. La moitié de l'année avec toute cette partie concours avec des sélections qui se font toutes les semaines, si je ne dis pas de bêtises. Région, par région, puis après il y a un second step, puis un troisième step, puis une finale, etc. Enfin, c'est un vrai feuilleton, une vraie série sur une année. Ah ouais. C'est ça, en fait, donc tu as une sélection, toutes les semaines ils sont dans une région. Alors maintenant ils divisent même les régions en deux, en fait ça cartonne tellement qu'il y a, je sais pas, il doit y avoir pour ça qu'ils sont 25 ou 26 semaines de diffusion, donc c'est génial. C'est énorme. Et donc nous on a participé, donc nous on représentait l'Aquitaine Sud, et c'est là où toute l'histoire va se mélanger, mais nous on représentait l'Aquitaine Sud, et donc en fait à la fin de la semaine, ils choisissent le gagnant de la semaine, celui qui a la meilleure note. Et en fait nous du coup ce jour-là, moi je m'en souviendrai toujours, parce que le jour où ils sont venus tourner au mois de mai, je m'étais remis en mode machine Warrior. de guerre. Ah ouais. Voilà, il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Moi, je ne voyais pas le truc autrement et le magasin, il était incroyable. Alors, il n'est pas tous les jours comme ça parce que tu ne peux pas t'imposer cette rigueur-là et imposer à tout le monde. Mais ce jour-là, moi, je voulais vraiment que devant la France entière, qu'on montre un peu ce qu'on savait faire. Et du coup, toutes les équipes étaient à fond. On avait fait un magasin qui était magnifique. Et direct, en fait, Noémie Oniat, qui est cuisinière et qui est au jury, quand on en a eu reparlé après, elle me dit le jour où on est venu,
Elle me dit, quand j'ai vu la boutique, je savais que elle me dit, c'était quasi, pour moi, elle me dit, c'était quasiment sûr. Elle me dit, c'était mon coup de cœur. Et donc, on avait mis vraiment du cœur là-dedans, tu vois. Le magasin était top. Ça, c'était le mardi. On a tourné donc, avec Antoine, mon binôme. Antoine, mon chef pâtissier, que j'ai pu mettre en valeur avec ça. Donc ça, c'était cool aussi, tu vois. Ça m'a permis de le mettre en avant. Et le but principal de cette émission, c'était de mettre le travail de l'équipe. Parce que à cette époque-là, tu vois, en 2022, on devait être déjà une trentaine, tu vois, déjà, ou 25-30. Donc c'était aussi le but de mettre en valeur le travail des équipes. Donc tout le monde était motivé et c'était vraiment très intéressant pour ça, ce concours. C'était pas ma personne, c'était vraiment le global. Et donc à la fin de la semaine, ils choisissent le vainqueur. Et nous, en fait, on avait eu 9,8 de moyenne sur 10. Donc c'était un record depuis que les 10 ans de l'émission, c'était jamais arrivé. Donc on était super contents. Donc ça veut dire que tu gagnes ton ticket pour la finale. Directement, où tu rencontreras le vainqueur de chaque semaine. Donc une vingtaine ou 22. Donc ça, c'était en mai. Donc il a fallu garder, entre guillemets, le secret jusqu'en 2023, tu vois, jusqu'en janvier 2023, où on a tourné la finale. Donc on est parti tourner en janvier 2023 la finale à Montchevreuil, là-bas au-dessus de Paris, dans un domaine magnifique. Donc il s'était passé, tu vois, on était quasiment les premiers à avoir tourné en mai, on trouvait ça hyper lent. En fait, on avait presque oublié, tu vois. Enfin, on savait que ça allait arriver, mais en plus, on a été convoqué genre 3 semaines avant, tu vois. Le 1er janvier, on a eu la convoque pour le 20. Et donc 20 janvier, nous voilà partis avec Antoine, mon binôme, à cette finale. Et la petite histoire, en fait, c'est que, je sais pas, au début décembre, j'ai mon collègue Nicolas, avec qui j'ai été champion de France, champion d'Europe, qui m'appelle et me dit, j'ai M6 qui m'a appelé pour la saison de la meilleure boulangerie de France, tout ça. Il me dit, du coup, j'ai dit oui, on tourne la semaine prochaine. Je sais pas quoi, je dis, bah, super. Il leur manquait quelqu'un, en fait. Quelqu'un s'était désisté sur Bordeaux. Et je lui dis, bah, c'est super et tout. Il me dit, ouais, mais c'est pour l'année d'après déjà. Bon, moi, dans ma tête, je dis, oh, bah, dommage, mais bon, enfin, voilà, super. D'un côté, c'est bien parce qu'on ne sera pas la même saison. Et en fait, il me rappelle après, il me dit, mais non, en fait, l'année d'après, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Il me dit, on est les derniers à passer, en gros, à Bordeaux. Et il me dit, du coup, on a gagné. Je lui arrête. Il me dit, ouais, on a eu 9,8. Putain, je dis, c'est pas possible. Et du coup, ils ont eu la même note que nous. Et donc, les 2 meilleures notes de l'histoire de l'émission. Tu lui as dit ça au début? Ouais, moi, il le savait. Bah, moi, je l'avais dit direct au mois de mai. Donc, lui, c'était 4-5 mois après, tu vois. Et il me dit, bah, du coup, j'avais mis la barre haute. Du coup, en fait, il avait lui aussi mis la barre très haute. Donc, on se retrouve la même note, partir en finale tous les deux. Enfin, tous les 4, du coup, parce qu'il y avait nos binômes. Lui, il est associé avec Jean-Phi. Et donc, on est parti. Ben, on s'est dit, bah, écoute, on part ensemble. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous êtes à Bordeaux, nous, on est à Pau. On prenait le train. Ben, tu sais, le train, il fait Pau-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Et donc, on part tous les 4. Et j'ai dit, bah, écoute, on loue une voiture à Paris. On va au château, je sais pas quoi. Et si, selon comment ça se passe, ben, de toute façon, c'est M6 qui payait les frais, machin. On prend un taxi. Et vous allez à la gare. Et voilà. Et il s'avère qu'en fait, ben, on a passé la semaine ensemble là-bas. Et on s'est retrouvés en finale, les uns contre les autres. En fait, là-bas, tu arrives, tous les jours, il y a des éliminés. En gros, c'est 8e, quart, demi et finale. Et en fait, tout condensé sur une semaine. Tout condensé sur une semaine. Donc le premier jour, dac, ils en virent déjà la moitié, après tac. Et du coup, on était à l'hôtel ensemble, on était tous les jours ensemble toute la semaine. Et en fait, petit à petit, on avançait dans la semaine. Et on s'est retrouvés jusqu'au vendredi, au samedi, sur 2 jours, à tourner la finale les uns contre les autres. Donc c'était génial parce que ça nous a fait des super souvenirs. Et puis on était potes, donc pour l'émission, ils adoraient. Ils adoraient parce qu'il y avait une complicité. Les autres années, c'était des gens qui ne se connaissaient pas. Et là, on se connaissait, on se chambrait. Bon, enfin, ça a fait un mélange. Vous vous êtes retrouvés 4 ans après, les titres ensemble. Bah, en fait, on se voyait déjà tous les mois. Enfin, on est super proches avec Nicolas. Donc, c'était vraiment le hasard, quoi qu'en disent certains. Tu vois, parce que la télé, c'est monté. Mais non, les épreuves, franchement, nous, on les a vues. T'as 2 heures pour faire ça et il n'y a pas de triche, tu vois. C'est pas t'as le sujet la veille ou quoi. C'est vraiment dur, tu vois, quand même. Mais on était tellement en mode compète. Et puis Nico, c'est un compétiteur. Moi, je suis un compétiteur. Donc, ça faisait vraiment un vrai duel. Et avec le dénouement, du coup, qu'on connaît maintenant. Mais tu vois, avec cette victoire à l'arraché. Parce qu'on avait fait tous les deux, on avait un buffet à présenter pour la finale. Et du coup, il fallait bien un gagnant, tu vois. Mais même dans nos têtes, tout nous est passé par les... On se disait que, pareil, ils allaient nous mettre égalité parce que ça se passait tellement bien le tournage et tout. On s'est dit, pareil, que ça va être historique, c'est les 10 ans, machin. Rien du tout. Rien du tout, il fallait un gagnant. Et bon, du coup, c'était nous, tu vois, avec Antoine. Donc d'un côté, moi, j'étais hyper content. Et Antoine, mon chef, lui, il les connaissait moins. Donc lui, il était au paradis, tu vois. Et puis ça l'a mis en lumière, c'était génial.
Et après, il y avait ce côté un peu, tu vois, où j'étais blasé parce qu'on était habitués à gagner ensemble. Et là, T'es forcément perdant. direct, tu vois, c'est toujours pareil, on te dit, enfin, le second, on l'oublie, tu vois. C'est malheureux, mais dans tout sport, tu vois, comme moi, ça me fait mal au cœur, tu vois. Je vois les JO. Quand ils vont interviewer, oui, c'est super, il faudra utiliser une médaille d'argent. Quand tu es compétiteur, une médaille d'argent, ça te fait mal quand même, tu vois. Quand tu passes à ça. Donc là, c'était un peu pareil. J'avais ce côté où j'étais blasé pour lui. Et bon, après, voilà, maintenant, on est toujours potes, on se voit tous les mois, on se voit hyper souvent. Et ils sont passés à autre chose, mais nous, du coup, on se retrouve avec ce trophée, tu vois, donc en juin 2023. Donc tourner en janvier, attendre juin d'être diffusé. Donc tu vois, Là aussi, garder le secret. Là aussi. Donc ce qu'on avait tourné au mois de mai 2022, ça a été diffusé qu'en février 2023. Donc là, déjà, tu prends une petite vague, tu vois, les gens, ça communique. Alors en plus, on a eu une note, tu vois, historique, machin, donc ça a quand même attiré un petit peu de monde. Et c'est Pau, ça va vite, hein, petite ville, tout le monde. C'est un village. Ça peut aller très vite à Pau dans les deux sens, tu vois. Et donc là, on était dans la bonne pente, donc c'était cool. Donc ça, c'était au mois de février, mars, et en juin, on reprend une semaine de diffusion parce que du coup, on passait tous les jours à la télé. Donc les médias tous les jours, machin, donc c'était top. Jusqu'à la victoire le vendredi soir au mois de mai, là, je ne sais plus exactement la date. Et là, par contre, là, on a changé de planète, en fait. Et là, on s'y attendait vraiment pas. On avait rencontré des anciens gagnants, tu vois, ils te disaient, ouais, tu vas voir, nous, on fait 20% de plus, 30%. Donc, déjà, c'est énorme. Hein. Déjà qu'on bossait bien. Et nous, on se disait, écoute, allez, hein, on va voir ce qui se passe. Et en fait, non, on s'est fait défoncer direct, mais défoncer. L'été est arrivé, les touristes venaient de partout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient en vacances à Pau pour venir voir la meilleure boulangerie de France. Alors qu'en soi, on est des boulangers comme les autres. C'est juste que voilà, on a gagné cette émission, mais enfin, il y a des gens qui travaillent aussi. C'est là où tu vois l'impact. Oui, voilà, c'est là où tu vois l'impact, mais c'est toujours aussi, tu vois, il y a le côté critique où tu te dis, en fait, en soi, on bosse bien, machin, mais il y a des gens qui bossent très bien, qui participeront jamais à cette émission ou qui feront jamais de concours, tu vois. Donc c'est toujours délicat, des fois il y a des gens qui me mettent vachement en avant en disant ouais t'es le meilleur de trucs. Je dis non, le meilleur déjà je pense qu'il n'existe pas, tu vois. Et c'est surtout se dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, je peux comprendre, tu vois, qui n'ont pas envie de passer à la télé ou qui n'ont pas envie de faire des concours mais qui sont vraiment de très bons artisans. Donc ça reste de la com, tu vois, entre guillemets. Alors je dénigre pas du tout ce qu'on fait parce qu'on se bat pour faire du mieux que possible au quotidien, mais c'était fou en fait. Les gens, tu vois, ils nous voyaient comme. En fait, ils trouvaient tout génial, tu vois. Ils arrivaient là, c'était merveilleux, tu vois. Alors qu'en soi, on fait du pain, on fait des croissants, enfin, on s'applique bien sûr, mais donc c'était chouette. On a passé un été de fou. Et puis ils avaient l'impression de te connaître quand tu venais. Mais les gens, ils venaient pour me voir, tu vois. Ouais. Donc c'est ça. Et encore maintenant, tu vois, encore cet été, avec un an de recul maintenant, il y a des gens, je le vois, tu vois, quand je suis au magasin, ils sont contents, ils essayent de discuter, machin, les photos, enfin, c'est génial. Mais du coup, par contre, ça a été un gros tremplin, par contre, en termes de business. Parce que, ouais, c'est pas le double, mais c'est 70% de plus, tu vois. Donc, et puis ça s'est vu sur les effectifs, vous étiez 25-30, t'as dit. Ouais, et là, on est. Aujourd'hui. Alors là, on est 52, tu vois, mais avec une nouvelle boutique qui est toute fraîche. Mais on est monté jusqu'à 40 avec une seule boutique et le labo de prod qui était sous l'eau. Et en fait, quand tu te remémores, tu te dis, on était dans le dur il y a 2 ans, quand on a ouvert. Quand on était 15. Ouais, et puis en prod, on a l'impression qu'on ne pouvait jamais faire plus, tu vois. C'est ça. Et en fait, là, avec ça, t'avais pas le choix, tu vois. Les gens, ils s'arrachaient les produits qu'on avait fait à l'émission. En fait, c'était fou. Tu sais, on avait fait, je sais pas si tu te souviens, on avait fait une cuillère, un trompe-l'œil en viennoiserie, une cuillère avec un œuf au plat dedans. On en faisait 400 le samedi. C'était fou, c'était énorme. Mais en fait, alors qu'une seule, ça te prend un temps de dingue. Mais ça prenait un temps de fou, le petit pour truc, c'était fou, des moules exprès. Et je me souviens, Bruno et Noémie, ils nous avaient dit, mais vous êtes fous de présenter ça. Ils disent, parce que quand ça va passer, là, vous allez devoir en faire des... Mais en fait, tu réalises pas tant que tu n'y es pas. Ouais. Et on se faisait massacrer tout l'été à faire ces trucs-là. Mais bon, c'était... Ouais, puis tu as l'esprit compète, c'est-à-dire que tu voulais gagner, tu regardais pas derrière les conséquences. Ah non, j'allais pas me dire, je vais faire plus simple parce que derrière, il faudra le faire. Exactement. On n'était pas du tout dans cette optique. Alors avec le recul, on s'était dit, bon, on aurait dû faire peut-être autre chose. Mais c'est ce qui a fait aussi le buzz, tu vois, les gens, ils venaient, ils prenaient des photos, donc ça a vachement relayé, on a explosé sur les réseaux, enfin, tu vois, c'était un tout, et voilà, donc depuis, c'est sport, et ce qui est étrange, c'est qu'en fait, ça est resté à ce niveau-là. Tous les mois, on se disait, tu sais, il va y avoir un... À un moment donné, ça va baisser. Il va y avoir une chute, il va y avoir ça va s'essouffler un petit peu, pas du tout. En fait, depuis juin l'année dernière, les chiffres sont, voire même 5-10% tous les mois de plus, donc c'est bien, ça récompense sur le boulot qu'on fait. Du coup, ça t'amène une exigence encore plus, tu vois, il faut être plus rigoureux surtout. Les gens, dans un sens comme dans l'autre, ils sont quand même très critiques. Ouais.
Parce Et que, puis c'est surtout qu'ils ont une estime, ils ont une image de c'est toi ça. qui est là-haut. Ah ouais. À ce que si tu es ne serait-ce qu'un peu en dessous, ils vont être très déçus parce qu'ils ont Ouais, fait. mais on fait que des Ils ont croissants, tellement. hein. Ouais, non, c'est Tu vois, ça. non, Mais ils mais ont tellement projeté l'image qu'ils ont vue, un peu exceptionnelle de la c'est chose. ça. Ça, c'est dur. En fait, ce côté-là, tu vois. C'est une pression permanente mise de façon indirecte Ouais. par les clients. Alors, d'un côté, c'est bien parce que moi, tu vois, ce que je dis souvent dans mon recrutement, ça concerne vraiment la prod, tu vois, mais moi, je leur dis toujours que moi, la vie, je la vois tous les jours comme un concours, en fait. Enfin, la vie, le travail, tu vois. Moi, alors là, j'y suis beaucoup moins en production, on en parlera tout à l'heure, mais quand je fais, même quand j'étais apprenti, je me souviens que tous les jours, c'était mon plaisir d'essayer que les baguettes elles soient le plus jolies possible, tu vois. Et ça, en fait, j'essaye de leur inculquer, mais c'est dur, tu vois, parce que c'est une mentalité de compète. Et t'as 95% des gens qui ne l'ont pas, tu vois, de base. Tu fais ton job, ok, c'est bien fait, c'est moyen. Le job, il est fait, tu vois, la baguette, c'est la même, le croissant, tu vois, que t'as là. Mais en fait, moi, tous les jours, j'essayais de faire du mieux que possible. Et en fait, c'est ce qui m'a toujours tiré vers le haut et que j'essaye de faire suivre avec mes équipes. Et maintenant, j'y arrive parce que les gens que j'ai avec moi, c'est des jeunes. Et c'est des jeunes qui veulent faire des concours. On fait plein de concours, tu vois. Que ce soit la meilleure baguette, dès qu'il y a un concours, je les inscris. Et en fait, c'est eux qui veulent s'inscrire parce que moi, je m'inscris jamais sur ces concours-là parce que c'est pas moi qui fais, donc j'ai pas envie d'être mis en lumière. Mais en fait, on a créé cette dynamique où les gens qui sont chez nous, ils ont envie de bien faire, tu vois. Ils ont envie que ce soit carré. Des fois, même trop, tu vois. Des fois, ils sont trop exigeants, tu vois. Je leur dis, mais on reste une boulangerie si c'est pas. Voilà. T'opéreras pas à cœur ouvert. C'est ça. En fait, non, mais des fois, je leur dis, les gars, c'est que du pain, tu vois. Ça va bien se passer. Et donc, c'est cool. C'est cool d'avoir cette mentalité-là. Et la moyenne d'âge doit être, je sais pas, de 23 ans, tu vois, chez nous. Donc, c'est des gars, C'est très jeune, la hein. plupart que j'ai eu en apprentissage, tu vois, Ouais, que j'ai connu c'est en tant qu'élève. Oui, c'est ça. Et ouais, il y en a, c'est mes élèves. Enfin, ça a été mes élèves quand ils avaient 18 ans et maintenant, ils sont chez moi. Donc, j'ai eu cette chance aussi de connaître, entre guillemets, de suite les bons. Tu le vois vite dans nos métiers, ceux qui vont être bons. Et la plupart, ils sont revenus, enfin, ils sont chez moi maintenant. Et le fait d'avoir un lien aussi étroit avec le CFA, du coup, les bons tous les ans, ils savent qu'ils ont leur place entre guillemets chez nous. Donc c'est vraiment un plaisir, tu vois, d'être dans ce côté compète un peu tous les jours où tout le monde a envie de faire du mieux que possible. Ouais, et puis ça t'a permis de créer inconsciemment toutes ces années un cercle vertueux, comme tu dis, Ouais, tout sur à fait. lequel tu peux t'appuyer. C'est ça, sur lequel maintenant on est bien content de s'appuyer, tu vois, pour le recrutement dont on parlait tout à l'heure. Le recrutement, pour nous, il est quand même plus facile maintenant avec ce côté médiatique un peu, tu vois, suite à l'émission. Les réseaux ont explosé depuis 2020, tu vois, enfin, tout passe sur les réseaux et donc on est suivi, on relaye beaucoup, on met nos équipes en avant. Donc on a créé une vraie dynamique autour de notre entreprise et c'est vrai que voilà, on a la chance de trouver du personnel, on a des gens qui veulent même bouger, qui ne sont pas d'ici, qui sont prêts à venir bosser chez nous pour apprendre parce que notre maître mot c'est quand même de faire maison, tu vois. Enfin, à la base je suis artisan et ça c'est un truc qui ne changera jamais. Et donc les gars viennent pour apprendre. Donc on a des apprentis beaucoup. Hein. Et tu as une vraie notion de partage et de transmission dans ces Ouais, métiers. ouais. Ça ne fonctionne quasiment que comme ça. Que comme ça, en fait, je te dis, on a tous les ans une dizaine d'apprentis entre les boulangers et les pâtissiers. On forme, on fabrique tout, on leur montre tout. Enfin, il n'y a pas de secret, on ne cache pas de recettes, il n'y a pas de secret chez nous. Les gens viennent parce qu'on fabrique maison, parce qu'on le fait plutôt bien et qu'après ils sont dans justement cette dynamique où ils sont entre jeunes et que tout le monde est un peu compétiteur et que tout le monde a envie de bien faire. Donc ça facilite quand même le recrutement. Ouais. Justement, à propos du recrutement, tu vas parler de cette aventure avec Antoine, Ouais. ton chef pâtissier de l'époque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est toujours dans l'équipe? Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là? Il était avec moi ce matin encore. Il est toujours là, tu vois, ça fait 4 ans qu'il est là. Ça a dû créer une vraie relation encore plus fusionnelle Ouais. que d'avoir vécu cette expérience-là. Ah oui, vraiment, tu vois, bon, on s'est toujours bien entendu parce que moi, dès le moment où on a ouvert la première boutique, il venait d'arriver, mais j'avais besoin de quelqu'un, je l'avais recruté pour ça, en fait, pour moi me soulager et être un peu sur peau en gestion et surtout la gestion des 2 sites qui n'était pas simple. Donc lui, ça a été de suite mon bras droit sur la partie pâtisserie. Et après, le fait de l'avoir embarqué avec moi, tu vois, dans cette émission, ouais, ça l'a mis en lumière. Et puis on s'est rapprochés humainement aussi parce ouais, c'était quelque chose de fort, tu vois, cette émission. Toujours pareil, quand tu as de la fatigue, quand tu as du stress, tu crées un truc qui est inoubliable. Ça l'a mis en lumière aussi, tu vois, à la télé. Et je pense que de sa vie, il aurait peut-être jamais fait de télé, donc ça, c'était cool. Et derrière, tout le côté médiatique, tu vois,
on a été reçu par Olivia Grégoire, la ministre des entreprises. Enfin, tu vois, c'était fou, quoi. Tu vois, on était interviewés sur RTL, enfin, sur RMC. Enfin, c'était génial. C'était vraiment. Donc tout ça, ça a fait que voilà, maintenant, il est toujours avec moi. Il tient bon parce que parce que je suis plein de projets, D'envie. plein d'envie. Donc il me canalise un petit peu. Tu vois, on se complète bien. Lui, il est très posé. C'est quelqu'un de très calme, très appliqué, et moi je suis un peu foufou en ce moment, donc on fait un bon équilibre, mais heureusement En qu'il ce est là. moment ou un peu tout le temps? Non, un peu tout le temps, Ouais. mais là en ce moment aussi, ça dépend des jours, tu vois. Les entrepreneurs, c'est ça, il y a des jours où tu es bien, il y a des jours où tu es moins bien. Les montagnes russes. C'est ça. Tu parlais des rencontres avec la ministre, tu étais aussi pour la remise de la galette des rois, Ouais, si je dis pas de bêtises. ça c'était du coup. Alors C'est arrivé 2 fois, je Deux crois. fois, ouais. 2 fois. Une fois après le titre de meilleur apprenti de France en 2012, je crois. Mhm. Donc là, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque, donc magnifique. Quoique tu penses, enfin moi la politique ça me passait au-dessus et encore à l'heure actuelle plus ou moins. Et Ouais, du t'as coup, tout le côté moi, stature gesture. cérémoniale. Bon, bah, Ouais, ok, ok. mais tu vois, c'était dur parce que déjà en 2012, les gens critiquaient machin, truc. Enfin, mais là, tu vas pas pour l'homme politique, tu vas pour le Mhm. lieu et tu vas pour le. Pour la fonction. Ouais, c'est ça, la fonction en fait. Donc tu reçois ton courrier du président de la République et donc tous les ans pour les vœux, pour la galette, en fait, ils font venir tous les gens qui ont été titrés ou influents dans la boulangerie sur l'année passée. Et donc là, j'ai été donc une première fois en 2012. Et du coup, après, on a été invité en 2020 à la suite de la Coupe d'Europe. Donc on est partis tous les trois. C'est toujours merveilleux, tu vois. Voilà, tout est payé. Tu es reçu comme un ministre, tu vois. C'est génial. Tu arrives, palais de l'Élysée, machin, la galette, la cérémonie, le discours du président. Donc voilà, tu vois, ça m'a fait vivre des choses merveilleuses, tu vois. Quand tu regardes en arrière, c'est vrai que tu te dis que j'ai quand même de la chance d'avoir vécu ça, quoi que les gens en pensent politiquement. C'est vrai que c'était de belles expériences, ouais. Ouais, et puis comme tout métier, ça t'offre des rencontres, ça t'ouvre des portes. J'imagine que tu as eu des rencontres très importantes et très marquantes dans ton parcours. Ouais, c'est ça, tu rencontres des gens comment dire, inspirants, tu vois, enfin, des gens vraiment de notre métier. Alors, je m'inspire beaucoup de plein de choses, tu vois, notamment maintenant, j'adore les podcasts et j'écoute ces gens qui réussissent, que ce soit dans n'importe quel métier. Mais là, c'est vrai que tous ces concours, bah, tu rencontres des merveilleux trans, tu rencontres des gens qui ont des réussites monstrueuses, tu vois, à l'étranger ou des choses comme ça. Et donc, tout ce petit parcours fait que maintenant, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce réseau et de connaître un peu de monde un peu partout. Et c'est toujours intéressant, tu vois, quand tu veux te développer, d'avoir des gens qui peuvent te dire attention à ça ou fais gaffe à ça ou vas-y fonce. Enfin, voilà, j'ai un peu dans mon entourage un peu de tout, de tous les exemples, des gens qui sont restés très petits ou des gens qui sont avec des très grosses structures. Donc voilà, rencontrer plein de belles personnes. Ouais. Tu as des aspirations, des influences par rapport à certaines personnes, des accroches un peu plus par rapport à ta créativité, ton sens artistique. Ouais, alors, ben, beaucoup les réseaux maintenant, tu sais, donc c'est Hmm. vrai que nous, dans nos métiers, que ce en Ton métier pâtisserie. d'image. Ouais, c'est ça. Certains l'ont très bien compris. Ah oui, 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 certains ont très bien compris, mais non, en fait, nous, on essaye de rester quand même. Moi, ce que je veux, ma vision de ce qu'on vend, tu vois, c'est il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bon, mais il faut que ce soit abordable, en fait. C'était Hmm. surtout mon souhait, c'était de montrer que la boulangerie, entre guillemets, lambda, elle est accessible à tout le monde et c'est possible de bien faire les choses sans être dans des prix exorbitants. Tu vois, sur les réseaux, tu vois des trucs merveilleux. Tu vois, il y a Cédric Grolet qui est le pâtissier le plus suivi du monde avec 10 Hmm. millions d'abonnés. Mais on est sur une autre planète, tu vois. Ouais, ouais, ils se tirent la bourre avec Amaury Guichon, C'est là, les ça, deux. c'est des millions et des millions Ouais. d'abonnés, mais c'est génial, hein. Ça fait beaucoup de bien au métier, ça met en avant le métier, mais c'est pas la réalité, c'est pas du tout ma réalité. Hmm. C'est-à-dire que moi, je veux que quand je m'implante, tu vois, là on s'est implanté à Nousty, qui est pas un petit village, on est dans des prix normaux pour des gens qui fabriquent. C'est ça mon but, c'est de rendre accessible le très bon à un prix normal, parce que c'est le bon prix, tu vois. On va pas chercher, bah, on pourrait. Des mecs me disent ouais, c'est pas cher, machin, avec des titres. Je dis oui, mais le problème, tu t'exposes en fait. Plus tu Hmm. te mets cher, plus tu t'exposes. Mes Et titres, plus l'attente sera énorme. c'est aussi. ça. Et mes titres, je les expose jamais, tu vois. C'est très peu marqué sur nos packaging, c'est quasiment pas marqué. J'ai du mal avec ça parce que les gens sont très durs après. Donc, Ouais. Bah, je l'ai fait pour moi. là, c'est nous qui t'avons demandé de Ouais, donner parce que quelque tu vois, chose, moi, sinon j'étais tu pas aurais, trop. ouais, Non, tu aurais pas oui, fait mais j'en ai spontanément. plein, tu vois. Ouais. J'en ai des titres, tu vois, toutes ces. Alors, c'est ma mère. Ma mère, elle, c'est le trophée, c'est la salle des trophées. Tu sais, elle garde tous les articles de presse, il y a tout.
le journal, machin. Tout est coupe. Mais non, moi c'est ça. Donc, il y a des gens qui sont inspirants, tu vois. Il y a quelqu'un là dont on entend de plus en plus parler qui est arrivé à Pau, justement, c'est Jean-François Feuillette. C'est une chaîne de boulangerie qui est qualitative et qui est à 70 magasins maintenant. Donc, tu vois, ça, c'est quelqu'un de très inspirant parce que c'est quelqu'un qui est artisan de base, qui arrive à ouvrir 70 boutiques dans la France entière avec une qualité même inquiétante, tu vois, pour nous, artisans. Et donc, on est loin des Marie Blachère, des Anges, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de très quali. Il a ouvert à Lons, là. Et j'ai eu la chance de le rencontrer en début d'année sur un salon. Et là, tu te dis, ouais, ça, c'est des gens. Alors, je pense pas que j'ai envie d'aller là parce que lui, il est quand même dans une autre planète. 70 magasins, 200 millions de chiffre d'affaires. Enfin, c'est monstrueux, c'est un truc. Et puis la qualité, forcément, elle commence à baisser un petit peu. Mais il y a des gens comme ça qui te donnent envie de réussir. Je pense aussi à un gars que j'ai rencontré grâce au concours qui s'appelle Pascal Rigaud, qui est un expat. Il est aux États-Unis maintenant, à San Francisco. Il est de Bordeaux. Et il a eu jusqu'à 200 boutiques aux États-Unis. Enfin, c'est un mec. Donc, des fois, j'ai ce côté un peu fou. Je me dis, en fait, tout est possible. Tu vois, quand tu as le bon produit, entre guillemets. Notre concept, je pense que notre concept, ce qu'on fait, notre boulangerie, on pourrait l'implanter un peu partout en France. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques parce que le produit est bon, les magasins sont jolis. Mais après, il faut suivre, tu vois. Nous, on a un côté où on fait maison et qui nous cantonne à rester proche de notre laboratoire de production et après avec tous les soucis logistiques que ça entraîne. Donc voilà. Puis nous, on est déjà content de t'avoir à Pau, oui, donc voilà, c'est très bien. C'est déjà assez dur comme ça. Donc on en profite. Justement, par rapport à ça, c'est vrai que ton métier a changé. C'est-à-dire que tu étais simple, c'est pas péjoratif de dire simple boulanger, simple pâtissier. Et là, tu as eu une strate complètement différente, comme tu as dit. Maintenant, tu es un gestionnaire, tu gères une équipe de plus de 50 personnes, tu ouvres une deuxième boutique. Tu as un métier qui a radicalement changé au final. Ah oui, alors là, c'est exactement ça. Donc souvent, les gens sont curieux de savoir mes journées, tu vois. Et effectivement, non, moi, je suis plus du tout en production. Et je suis dans la gestion totale de ces trois entreprises. En fait, pour resituer, du coup, on a un laboratoire maintenant de production à Assat. Donc c'était notre bébé qui a mis beaucoup de temps à venir, mais qui est là maintenant depuis la fin de l'année 2023. Et après, on a donc la boutique de Pau et la boutique de Noustic qu'on a ouvert au mois de mai cette année. Donc moi, mon rôle, c'est de, c'est de gérer, tu vois, moi je passe voir toutes les équipes tous les matins, je me force à y aller tôt et à montrer que je suis là, alors qu'en soi ça roule, tu vois, vraiment on a des responsables sur chaque pôle, mais c'est la gestion humaine. Et alors l'humain, j'ai la chance d'avoir ma compagne avec moi, qui est là depuis le début et qui gère vraiment toute la partie administrative et un peu RH, on va dire. Même si là, on arrive à déléguer un peu le RH à une autre personne. Mais c'est la gestion, tu vois, des nouveaux produits, de savoir... moi, en fait, je fais le lien entre les boutiques et les équipes de prod parce que finalement, la prod se fait beaucoup à SAT. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est être avec mes équipes. La vente, j'ai jamais encaissé un client, tu vois. Je déteste ça et je suis pas à l'aise, tu vois. C'est pas mon truc. J'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est être en prod, voir ce qui se passe, trouver des idées pour pouvoir gagner du temps, pour être plus efficace, échanger, mais mon quotidien, c'est ça, c'est de la gestion de projet aussi, parce que forcément, ça prend du temps, tu vois, dès que tu ouvres une nouvelle boutique, ça te demande quand même une énergie assez dingue, que ce soit administrative ou... C'est une expérience de 12-18 mois, j'imagine, ouais, entre le moment où tu as l'idée... là, cette boutique de Noustic, ça fait 2 ans qu'on en parle, tu vois. Ouais, tu vois. Mais parce que voilà, tu as tout qui rentre en compte, que ce soit le financier, que ce soit l'humain, tu vois, il faut avoir les bonnes personnes au bon moment. Donc mon quotidien, c'est ça, c'est cette gestion. Alors maintenant, j'aime, tu vois, et puis je préfère même ça maintenant à la partie production à proprement parler, tu vois. J'aurais beaucoup de mal à me dire, demain, il faut que je passe une semaine en prod, tu vois, je serais pas bien, franchement. En fait, parce que c'est rébarbatif, entre guillemets, tu vois. Pour moi, je m'ennuie. Je bouillonne. Alors des fois, j'y vais, là, on a eu une période de dur, donc j'y passe quelques heures par jour pour leur filer un coup de main, tu vois. Mais le problème, c'est que quand je fais un truc, je pense à autre chose. Et donc, non, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est ce lien avec les équipes, les voir, et voilà, m'assurer que tout aille bien, et essayer de tout faire, entre guillemets, pour qu'ils se sentent bien, tu vois. Nous, on a vraiment une volonté là-dessus avec ma compagne que les gars se sentent bien, qu'on n'ait pas de turnover, parce que ça, pour nous, c'est un calvaire, tu vois. C'est-à-dire que nous, dès que les gens s'en vont, on les forme, et t'as l'impression de repartir à zéro tout le temps, constamment.
Donc on fait tout pour les garder, ça marche bien parce qu'on n'a pas de turnover, tu vois, quasiment jamais. Ou alors c'est souvent pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais tu vois, sur les 50 collaborateurs, si on a une personne par an qui s'en va, tu vois, c'est... Alors, qui s'en va de son souhait, hein. Ouais, Nous, ouais. ça se peut que des fois on se sépare de certaines personnes et c'est jamais très agréable parce qu'on a un management très à Humain. l'affect et très gentil, tu vois. On est passé vite à 50, mais on manage encore comme on manageait quand on était 4, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu difficile et qui va entre guillemets, atteindre ses limites et qui va peut-être faire qu'on va pas savoir basculer sur un modèle économique où on va avoir 4, 5, 6 magasins, Mm. où je pense qu'on ne sera pas assez méchant, entre guillemets, tu vois, pour y arriver. Alors je dis pas qu'on le fera pas, mais là pour l'instant on est un peu tendre encore, tu vois, on est un peu gentil et on essaye de stabiliser ce qu'on a, mais on a fait en sorte de ne pas travailler les dimanches, donc on est fermé sur tous nos points de vente les dimanches, donc c'est quand même fou, tu vois, pour une boulangerie. Ouais. Mais Là où ça, ça représente énormément du chiffre, une ouais, ça constante du chiffre. pourrait, bah, alors oui et non, alors ça change, tu vois, quand même. Les habitudes des gens. Les habitudes ont changé, tu vois, le gâteau du dimanche et tout, ça se fait quand même moins. Et puis les gens, on leur a expliqué que s'ils l'achetaient le samedi, ça allait bien se passer pour le manger le dimanche. Mais c'était un souhait, tu vois, donc pour recruter, bah, c'est beaucoup plus simple. Pour la vie perso des équipes, c'est top. Donc ça, c'était, tu vois, une première chose. Ils ont un outil de travail qui est neuf. On a un laboratoire de 1000 mètres carrés, tout neuf, tout aux normes. Donc ils ont un outil qui est confortable. On est réglo. On a des logiciels pour noter les heures. Enfin, on essaye vraiment de les mettre dans de bonnes conditions. Et au final, tu vois, on a raison parce qu'on n'a pas de turnover et on recrute facilement. Quand tu postes une annonce, tu dis on est fermé le dimanche. Tu as un deuxième jour de repos, des fois tu as ton samedi. Bon, en fait, tu vois, d'avoir un week-end, Mm. c'est fou. Et avec la moyenne d'âge qu'on a, je peux te dire que ça aide aussi beaucoup Ah à ouais, ouais, recruter parce ouais, que carrément. quand tu leur dis tu es pâtissier mais tu travailles pas le dimanche, les jours fériés on est fermé. Donc on travaille plus le 25 décembre, plus pour Pâques. Enfin voilà, vraiment on s'est mis ces règles-là et si on doit faire d'autres boutiques, on le mettra aussi en place comme ça. Et on est très content d'avoir fait ça parce que même pour nous, dans notre équilibre perso, tu vois, ça te permet de couper Ouais, et d'avoir un vrai break avec ta compagne. c'est ça, parce que sinon, bah, si il suffit que tu n'en aies qu'une d'ouverte, même sur les deux, bah, tu as toujours le risque qu'on t'appelle. Donc voilà, écoute, on fait tout pour les mettre bien, ils nous le rendent bien, et voilà. En tout cas, c'est intéressant d'avoir cette posture-là, parce que fermer dimanche, comme tu le dis, tu as changé les habitudes des gens, mais c'est aussi parce que la marque peut-être est forte et qu'ils ont accepté de s'habituer à ça. Ouais, 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 c'est ça. En fait, oui, en fait, c'est ça, on l'a entre guillemets imposé, et puis oui, c'est ça, c'est un côté un peu montrer que c'est faisable et que c'est comme ça et pas autrement, que s'ils veulent que la qualité soit là encore au rendez-vous, ça passe aussi par le fait que les équipes soient stables, qu'il n'y ait pas trop de turnover, et donc ça passe voilà, par leur donner ce dimanche et du confort. Donc vraiment, non, non, et puis je pense très honnêtement que d'ici 2 3 4 ans, tu verras de plus en plus de boulangeries fermées, parce qu'en fait, entre guillemets, alors je ne dis pas qu'on est un exemple, mais tous les collègues avec qui j'en parle, finalement, ils se rendent compte qu'ils ferment le lundi et ils sont ouverts le dimanche. Mais quand tu fais le delta entre ce que tu fais le lundi et Mm. le dimanche, autant fermer le dimanche et tu vas voir que tu vas vite oublier parce que tu vas bien bosser le lundi et tes gars vont être contents parce qu'ils auront leur dimanche. Après, attention, il y a des endroits où c'est infaisable, tu vois, il y a des villages, des choses comme ça. Nous, on a la chance de s'être mis soit en centre-ville, soit sur un axe très passant. Mais voilà, c'était notre volonté. Ouais, et comme tu dis, le recrutement est difficile dans plusieurs métiers, vous n'y échappez pas. Dans le métier de la restauration aussi, enfin, il y a ces métiers-là où tu te rends compte que tu es obligé un peu de changer, de t'adapter. Ah ouais, tout à fait. Bah, nous notamment, voilà, les vendeuses, tu vois, par exemple, souvent, c'est les horaires de coupure en boulangerie parce que tu travailles le matin, l'après-midi. Et donc là, on a tout fait, on a enfin réussi depuis quelques mois à leur mettre en place des plannings que de matin ou que de soir pour éviter cette coupure, bah, tu vois, c'est le problème de la restauration, la Mm. coupure. Moi, je comprends, moi, le premier, je serais incapable de faire ça toute ma vie, tu vois, le matin, revenir le soir. Donc vraiment, en production, nous, ils sont que de matin ou que d'après-midi, et encore de moins en moins l'après-midi, on essaye de les limiter à faire les après-midi parce que bah, nous, dans nos métiers, ils aiment travailler le matin, ils aiment se lever tôt, mais ils aiment avoir l'après-midi de libre. Donc tout ça, on le met en place et comme tu dis, on s'est adapté, hein. Enfin, pour les anciens, c'est inconcevable de leur dire que tu n'es pas ouvert le dimanche, que tu ne travailles pas le 25 décembre, que tu ne travailles pas le dimanche de Pâques. Mais malheureusement, enfin, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou je pense pas parce qu'en soi, moi je pense que tu peux aller acheter ton pain le samedi, tu vas pas mourir, tu peux aller faire tes courses le samedi, tu vois, les grandes surfaces seraient toutes fermées le dimanche. Tout le Les monde gens, s'adapterait. ouais, et les gens vont pas mourir de faim, hein, tu vois, je te rassure. Mais par contre, je pense que les gens qui travaillent en caisse, ils seraient peut-être plus aimables ou plus
plus souriant de se dire, bah, tu vois, le dimanche, on est fermé. Enfin, c'est dur, tu vois. Les gens, ils veulent bien aller faire les courses, mais ils veulent pas bosser, tu vois. Donc ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc moi, j'essaye de me forcer à pas y aller le dimanche, tu vois. Tu disais, tu as un métier, au final, tu es très proche de l'humain, de tes équipes, etc. Ouais, On sent à tes côtés que tu es quand même un vrai gentil, comme on dit. ouais, trop. Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux Ouais, dire des fois, trop. ouais, ils me le disent, hein, même eux, des fois, ils me le disent. Mais c'est mon défaut et c'est ma qualité, tu vois. C'est ce qui fait que moi, je veux garder ce côté, moi, je veux garder le bon côté des choses, tu vois. Enfin, le bon côté dans le sens où je veux que mes gars se disent JB, c'est le gentil. Et malheureusement, c'est un peu ma femme qui a le rôle du méchant, tu vois, quand il faut dire les choses qui Elle vont. fait l'équilibre. Ouais, elle fait l'équilibre. La pauvre, je la mets pas toujours dans des bonnes situations, mais moi, je veux garder ce contact parce que je sais quand même que les gars, ils viennent bosser parce que je suis là et pas ils veulent bosser pour moi, tu vois, ils bossent pour une personne et donc j'ai beaucoup de mal avec ça, tu vois, même s'il y a des choses qui me plaisent pas, en fait, j'ai dû apprendre et ça c'est important, tu vois, quand tu grossis, d'apprendre comment dire, à accepter certaines choses. Donc tu vois, il y a des choses sur lesquelles je sais que, en fait, si je m'écoutais à moi, ça serait militaire tous les jours, ça serait, mais parce que moi c'est ma façon de travailler. Et en fait, c'est très dur, tu vois, les rares fois où je me remets à y aller, putain, ça me fait, en fait, c'est pas bon parce que je me dis, on pourrait gagner tellement de temps, tellement s'organiser mieux. Mm. Mais j'ai dû apprendre à accepter que les gens ne réfléchissaient pas comme moi, tu vois. Et ça a été très dur, tu vois. J'en ai parlé, j'en étais même à un stade où, tu vois, à un moment donné, je voyais une préparatrice, un préparateur mental, pardon, tu vois. Et on a beaucoup évoqué ce truc-là, parce qu'en fait, quand je faisais mes concours, j'avais un préparateur mental aussi. Et il m'a englobé tout ce côté entrepreneuriat où il me disait, mais tu sais, il faut que tu acceptes que les gens n'ont pas la même façon de penser que toi. Et pour moi, ça a été très dur parce que quand on était petit, j'arrivais encore à tout maîtriser, mais là, je maîtrise plus, tu te doutes bien, 50, Mm. 3 points de production. Et ben voilà, du coup, il y a des choses sur lesquelles j'ai appris à accepter, à dire, bon, mais ça, écoute, c'est pas pile poil comme je l'aurais imaginé ou organisé comme je le souhaite, mais il y a des choses sur lesquelles je veux pas lâcher, ils le savent, et c'est ce qui fait aussi notre renommée, entre guillemets, tu vois, c'est que nos magasins, si tu as déjà eu l'occasion, tu vois, c'est bien achalandé, c'est toujours joli, c'est toujours bien rangé. Mm. Et ça, en fait, je leur dis tous les jours, je dis, ça, on peut pas lâcher là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait des beaux produits, mettez-les en avant, il faut que ce soit propre, que ce soit bien rangé, il faut que ça donne envie. Tu retrouveras jamais 2 gâteaux rouges côte à côte chez moi. Tu vois, enfin, c'est des petits détails comme Ouais, ça, mais ouais. qui font que... et du coup, ça, direct, les gens, ils l'inculquent, tu vois. Ils savent que je suis... En fait, je le dis toujours avec de l'autodérision. Je leur dis, mais là, je suis pas bien. Si tu me mets les 2 croissants rouges côte à côte, je dis, ça va pas aller. Ou pas dans le bon sens, tu vois, ça a un sens, les croissants. Mais au début, quand tu arrives, entre guillemets, d'une boulangerie lambda, bah, tu sais, les croissants, tu les mets dans une panière. Ouais. Et je dis, mais moi, ça me rend fou, tu vois. Je leur dis ça, je veux On va pas. mettre en avant le produit quand même. Ouais, et ben, Ouais. on s'embête à bien le faire, tu vois. Ben Donc ouais. autant le mettre en avant jusqu'au bout. Donc c'est sur ces points-là, la qualité, bien sûr, parce que c'est ce qui fait qu'on bosse autant. Et là-dessus, on triche pas du tout. Je veux pas tu vois, je veux pas qu'on rogne sur la qualité, sur la matière première, sur des choses comme ça. Et aussi sur le côté, voilà, ce qu'on appelle le fasting. Il faut que les magasins Mm. soient beaux, il faut que ça donne envie. Et, et donc voilà, c'est notre créneau et c'est ce qui fait qu'on y arrive. Et après, comme je te disais, il y a des choses sur lesquelles je dois rogner un peu. Je ronge mon frein, comme on dit. Est-ce qu'on a mis le croissant dans le bon sens? Là, je l'ai tourné parce qu'il n'était pas dans le bon sens. C'est vrai? Toujours la pointe. Oui, je l'ai tourné, mais vous ne l'avez pas vu. Je l'ai tourné tout à l'heure. Mais j'ai mis la pointe vers devant. Ouais. Non, mais voilà, c'est des détails. J'ai des côtés un peu maniaques. Et tu vois, il y a un mot que je dis toujours, nous, c'est carré. Tu vois, j'aime bien Ouais. quand c'est carré. Et c'est vrai que c'est ce côté, tu vois, un peu rigueur, carré, propreté, machin. Mais c'est dur, hein. Enfin, tu sais, on est en production, il doit être une trentaine avant d'avoir tout le monde qui va penser comme moi. C'est impossible, tu vois. Je le Mm. sais Mm. que. Et donc, c'est même dur pour mes équipes parce que dans mes équipes, mes chefs, ils ont ce côté comme moi, très carré, où ils ont quoi. Et donc, ils ont du mal à accepter, tu vois, que les nouveaux, machin. Je dis, ah, mais. Eux aussi, en fait, je les ai fait évoluer. Et tu vois, Antoine, mon chef, il a jamais été. Il a eu sous ses ordres 2, 3 personnes, mais là, il se retrouve avec. Là, on est 12 en pâtisserie, tu vois. C'est pas facile pour lui. Il a changé de métier lui aussi inconsciemment. Ouais. Il est quasiment plus en prod, il est que dans la logistique. Donc en fait, c'est un plaisir aussi parce que je fais évoluer les gars dans leurs compétences et ça leur plaît. Il y a des jours où c'est dur, mais ça leur plaît. Ouais. Ouais, c'est ce que je vais te dire, c'est-à-dire que tu accompagnes aussi les gens, tu les Ah oui, formes, tu leur fais découvrir les choses, tu les inscris à des concours. Enfin, ouais, il y a tout un écosystème qui est fait, et une mise en condition qui ouais. aide à l'épanouissement et à la perfection, j'ai envie de dire, à vraiment que ça te ressemble. Ouais, c'est ça. En fait,
c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un engrenage où ils ont envie de bien faire, ils ont envie de performer, ils ont envie de me faire plaisir aussi, tu vois. Ils savent que je suis exigeant et puis ils savent que derrière il y a des titres, qu'il y a du travail, ils n'ont pas envie de décevoir non plus. Et donc les gens évoluent avec moi, je te dis, il y en a peu de turnover, donc les gens, voilà, petit à petit, ça fait 2-3 ans qu'ils sont avec nous et on essaye de tout faire pour les garder, pour les mettre en avant sur les réseaux. Enfin voilà, c'est important tous ces petits trucs. C'est ce qui fait un peu on va dire notre recette magique, tu vois. Ouais, et puis vous êtes très actif aussi sur les réseaux, donc Ouais, on essaye. ça aide. Ouais, ouais, il faut, bah, ça fait partie du métier. Enfin, maintenant, j'ai du mal à concevoir quel que soit le métier, en fait. Alors, il y a des métiers plus ou moins sexy que d'autres, mais c'est important, tu vois. Enfin, moi, le premier, quand je cherche quelque chose, je passe soit par Instagram, soit par Facebook. Enfin, tu cherches de suite, tu vois. Et donc, si tu as une page qui est pourrie, ça donne pas envie, tu vois. Donc, bon, ça, c'est aussi important. Ça permet de mettre en avant les produits, de mettre en avant les équipes. Et les gens, de suite, ils s'identifient. En fait, c'est l'image de marque. Hein, tu vois, Exactement. c'est très dur à quantifier parce que ça a un coût, tout ça. Mais c'est vrai que c'est très dur à quantifier parce que tu connais pas les retombées des réseaux, en fait. C'est très Non. difficile. Tu payes une agence ou tu payes quelqu'un en interne qui te le fait, mais tu sais pas ce que ça te rapporte réellement. Et c'est pour ça que pour moi, au début, c'était dur de me dire, tiens, on va mettre un budget là-dedans. Mais après, voilà, on a trouvé aussi des outils. Tu vois, on a un super site e-commerce. Ah ouais, site vitrine. Et ouais, mais en Ah fait, ouais. pour nous, c'est royal. C'est-à-dire Enfin, que. vitrine, non pas dans le côté vitrine, Enfin, il est vraiment e-commerce, mais par contre, la façon dont sont présentés les ouais, produits, c'est très léché, c'est très travaillé. ouais, mais en fait, pour nous, c'est top. C'est-à-dire que inconsciemment, ça travaille quand on est fermé. Donc le soir, tu vois, pareil, tu as 10 commandes un soir, un mardi soir, parce que tu as mis un post sur Instagram et qu'il y a un lien, le mec, il a qu'à cliquer, il commande son gâteau et il choisit son point de retrait. Enfin, tu vois, c'est super. Tous ces outils numériques, nous, on est quand même hyper ouverts à ça. On numérise tout ce qu'on peut, tu vois, on essaye de mettre des outils en place pour, déjà pour simplifier la vie des collaborateurs et aussi pour le côté business, où c'est vrai que sans ce site-là, tu vois, on n'aurait pas toutes ces commandes. Que tu vois, c'est vraiment là, des fois tu es au canapé et en fait inconsciemment ça travaille. Donc ça c'est top. Et après on a des outils pour tout, pour la production, ça calcule les recettes automatiquement pour pas qu'il y ait d'erreurs. Enfin, on essaye vraiment de leur donner tous les outils pour se sentir bien, quoi. Et justement, on a parlé tout à l'heure, à quoi ressemblent tes journées, tes semaines maintenant? Alors mes journées elles commencent tôt quand même, hein, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien montrer que je me lève, tu vois. Je suis pas du genre. Alors déjà j'ai beaucoup de mal en fait parce que nous les premiers commencent à 4 heures, les boulangers ou les pâtissiers, la plupart ils commencent à 4 heures. Et en fait dès 4 heures tu vis un peu avec le comment dire l'anxiété, le stress qu'on puisse t'appeler. Donc tu sais déjà tu dors moins bien. Parce qu'il peut y avoir, tu vois, enfin, On ne sait jamais. on sait Il peut y jamais, ils avoir peuvent tellement. m'appeler pour X raisons, des fois, ouais. Et donc je me lève quand même tôt, tu vois, je me lève entre 4 et 5, il faut que je sois levé quand même pour être réactif s'il y a quoi que ce soit. Et surtout voilà, pour leur montrer que je suis encore connecté, tu vois, que je ne suis pas déconnecté de la réalité et que Proche d'eux. je suis proche. Puis ça me fait plaisir parce que c'est beau à voir, tu vois, c'est des métiers. Moi, je le vois tous les jours, mais j'y pense parce que les gens qui connaissent pas, ils adorent en fait. Et alors que bon, ils viennent pas forcément à 4 heures, mais quand tu viens à 4 heures dans une boulangerie, c'est génial. Parce que nous, on a le labo de prod, il y a tout qui sort, les gâteaux, les trucs, la viennoiserie, voilà. Donc moi, j'aime bien voir ça, j'aime bien aussi avoir un œil sur ce qui sort en termes de qualité. Et puis on a un côté logistique un peu qui est lourd maintenant, avec 2 boutiques, des approvisionnements, des livreurs, des livraisons. Donc j'aime y être. Et puis il y a aussi je trouve que je suis plus efficace le matin, tu vois. C'est-à-dire que quand tu veux traiter tes mails ou quand tu veux bosser un petit peu sur l'ordi, passer 9 heures, le téléphone il sonne 100 fois dans la journée, donc tu n'avances plus. Donc mes journées, c'est ça, c'est que je passe au labo et après je passe à Nousty, je passe à Pau. Après, tu as forcément des rendez-vous qui font que tu es plus dans un endroit ou dans un autre. Mais c'est ça, en fait, moi, mon quotidien, c'est de naviguer un peu sur mes trois pôles. Et voilà, j'essaye de finir, tu vois, à 15 heures, d'être au paddle, tu vois. Le sport est important. Ouais, ah ouais, important pour se libérer un peu l'esprit, mais généralement, c'est ça, ouais. Comment tu cultives ta créativité? Parce qu'au final, tu as un métier de créa, on l'a dit tout à l'heure en Ouais. début d'émission. Comment tu la cultives et comment tu la nourris? Alors, beaucoup les réseaux, hein, tu vois, Ouais. entre guillemets, malheureusement, mais c'est vrai que les réseaux pour ça, c'est très Ou fort pas? parce que, Parce ouais, que ça te du coup, permet de voir des ah gens.
que tu n'aurais jamais connu d'une autre Non, façon? c'est ça. Donc là-dessus, il y a un côté quand même hyper intéressant où tu peux en quelques minutes trouver des idées, voir ce qui se fait à l'autre bout du monde. Enfin, c'est un côté vraiment ouverture d'esprit où c'est génial. Donc beaucoup ça. Et après, j'ai mon chef Antoine qui crée aussi pas mal. Et là où c'est un peu frustrant, tu vois, c'est que le fait d'être dans un modèle économique où on est une boulangerie entre guillemets classique, les gens veulent du classique, tu vois. On D'accord. s'en rend compte. C'est vraiment, tu vois, les Ah gens, ouais. ils aiment les trucs réconfortants, qu'ils connaissent. Là, il n'y a pas trop de part pour la créativité, tu vois. Quand tu sors un gâteau un peu qui sort de l'ordinaire, en gros, tu vendras un gâteau au chocolat, t'en vends en 20. Un gâteau, je te dis, à la noix de coco, t'en vends 5. Hmm. Tu vois, il peut être meilleur que celui au chocolat. Nous, on a une clientèle, voilà, c'est parce qu'on s'est tissé notre image comme ça et on a une image de boulangerie classique, en fait, tu vois, juste bien faite. Donc, c'est un peu frustrant, ça, tu vois. Donc, des fois, tu passes du temps à créer, à faire des trucs de dingue et les gens sont pas réceptifs ou proportionnellement pas assez réceptifs, tu vois. Ouais, Alors ils n'ont pas que les marqueurs. les gens, ils veulent du classique, tu vois. Hmm. Et on le voit, la viennoiserie, enfin, tu vois, tu vendras toujours, tu as beau faire les plus belles viennoiseries du monde, les gens, ils veulent des croissants, des chocolatines. C'est comme ça, mais donc c'est un peu frustrant. Et puis là, on a passé une période quand même assez dure avec la deuxième ouverture où on a clairement pas le temps, tu vois, De créer. de créer. Déjà, on essaye de subvenir à nos besoins parce que c'est dur, tu vois, quand tu fais tout maison, les gens réalisent pas, mais les quantités, c'est fou, quoi. Pareil, Ouais, un samedi, tu peux faire, je sais pas, 1000 gâteaux, tu vois, individuels. Donc, enfin, c'est énorme. à produire, c'est fou parce que tu fais tout de A à Z. On fait tout, nos pâtes maison, nos pralinés, nos trucs. Enfin, vraiment, c'est pour ça qu'on est aussi nombreux. Mais donc, même moralement, tu vois, des fois, il y a un côté où les équipes, tu bosses, mais, mais il faut refaire tout le temps, tu vois. Donc, là, on a une période un peu dure. Là, le recrutement va arriver. Là, tous les nouveaux arrivent en septembre. Souvent, avec les apprentis, on a un mois d'août un peu difficile. Donc là, il nous tarde la rentrée, que ça rentre dans l'ordre et que les équipes soient au complet pour préparer les fêtes parce que ça va arriver très vite. Après, sur ce côté créa, tu as quand même, sur la période de Noël, où tu t'éclates à faire des Ouais, bûches là. ouais, Noël, les galettes, tu vois, on essaye de faire un peu des choses différentes de ce qui se font ailleurs, mais c'est toujours pareil, tu vois, Noël proportionnellement, la bûche au chocolat, on va en vendre 70% de nos ventes, tu vois. C'est énorme. C'est énorme. C'est fou, hein, mais tu vois. Alors Alors que que tu les en autres, fais 6 différentes ou 8 on en différentes fait chaque 6 année. différentes, ouais, 6, tous les ouais. ans. Non, Ouais. j'exagère, mais t'as 50%, c'est que celle au chocolat, noisette, tu vois, c'est la plus. Donc il y a aussi après un côté entrepreneur, et tu vois, là, on est quand même arrivé sur des chiffres et sur des paliers où il faut quand même qu'il y ait une maîtrise budgétaire importante parce Hmm. que on a des très gros investissements sur le labo de prod, sur le centre-ville, sur la nouvelle boutique. Enfin, on a des grosses échéances à rembourser. Donc, il y a un côté maintenant où mon rôle aussi, en fait, dont on n'a pas parlé, c'est beaucoup celui-là. Tu vois, quand même, il y a un Hmm. rôle économique qui est hyper important parce que ça peut basculer très vite dans un sens comme dans l'autre parce qu'on a des gros frais de fonctionnement parce qu'on est très nombreux. Donc, on a un ratio de masse salariale qui est hyper élevé, mais parce qu'on transforme. Donc, Ben, logiquement, quand tu transformes, tu gagnes de l'argent, mais avec les coûts des matières qui ont explosé, c'est plus toujours vrai, tu vois. Donc c'est assez difficile et puis on ne peut pas répercuter en fait chaque hausse à chaque fois, tu vois. Parce que là, on hmm. a des hausses sur le cacao, sur le chocolat qui sont monstrueuses. C'est le double. Mais c'est-à-dire que la chocolatine, il faudrait l'augmenter de 5 ou 10 centimes, mais pareil, dans 6 mois, ça va rebaisser et après, tu sais très bien, tu ne rebaisses jamais le prix. Hmm. Donc c'est pas facile. Mon rôle, en fait, presque le plus important maintenant, c'est celui-là, tu vois, avec ma compagne, c'est les finances, parce que entre les salaires, les crédits, les trucs, il faut que ça bosse, quoi. Ouais, et puis tu nourris 50 familles derrière. Ouais, c'est ça, ouais, quand tu Tu, fais les tu dors payes. bien? Ouais, bah alors, tu vois, c'est rigolo parce que, en fait, les fameuses montagnes russes, tu vois, Hmm. moi, tout ça, tu vois, comment dire, je le quantifie pas, tu sais, les risques qu'il y a derrière. Enfin, les risques, entre guillemets, et puis les investissements, tout ça, moi, ça roule, tu vois, on est content parce on a nos magasins qui sont tout le temps pleins, on a toujours du monde, machin, mais c'est vrai que derrière, il y a quand même des risques et c'est toujours mes parents, en fait, tu vois, mes parents, ils sont toujours plus inquiets que moi, tu vois, parce que quand ils en parlent à des copains ou à de la famille, et tu sais, à moi, ils me le disent pas, mais ils sont plus inquiets que moi, et c'est vrai que moi, je suis pas trop inquiet parce que je sais que le produit, tant qu'on travaillera bien, qu'on sera dans cette dynamique-là, il n'y aura pas de souci, tu vois, tu restes sur des métiers où tu peux marger correctement malgré tout,
Mais c'est plus le côté, voilà, la gestion hyper précise, tu vois, les coûts de fonctionnement. On a une équipe administrative où elles sont 3 ou 4, tu vois. Donc, tu vois, tout ça, c'est des boulangeries. Les boulangeries lambda, elles n'ont pas Non tout pas. ce Ouais. frais-là. La logistique, on a 2 livreurs, on a 3 camions. Oui, Donc, tu as une partie improductive, comme on il dit, qui faut- est importante. et ouais, qui du coup est financée aussi, tu vois, par les deux. Donc tout ça, quand même, il faut faire gaffe, tu vois. C'est vraiment notre travail, là, en ce moment, de faire attention à tous ces petits leviers. Les achats sont hyper importants, tu vois. Il faut acheter au meilleur prix que possible, avec les volumes qu'on a. Mais tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc on essaye de responsabiliser des gens. Mais bon, c'est pas facile, tu vois. C'est des métiers. En fait, on a changé un peu on a changé un peu d'univers, tu vois. On est quand même Mhm. une grosse structure où il y a beaucoup, beaucoup d'achats. Il y a une partie logistique, une partie facturation. Enfin voilà, chacun a son rôle, mais ouais, c'est prenant, tu vois. Moi, j'aime ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté risque auquel je pense pas parce que je veux qu'on garde la qualité et je sais que c'est ça qui nous mènera toujours à la réussite. Justement, où est-ce que tu te vois dans quelques années et comment tu vois ton métier Alors là, je sais pas, tu vois, c'est toujours les montagnes russes, on y revient, hein. Bah, il y a des jours, j'ai envie de tout casser et d'en faire dans le monde entier, tu vois, et il y a des jours où je me dis qu'il faut stabiliser et je sais pas, je pense qu'on s'arrêtera pas là, tu vois, on en fera d'autres, je pense, des boutiques parce que le Béarn le Béarn est grand quand même et on se rend compte comme je te disais tout à l'heure, on a le concept, on a le produit, on sait que si on s'implante, que ce soit à Naï ou à l'Escar, on y arrivera tant que ça reste dans notre zone de chalandise, entre guillemets, parce qu'on a un labo de prod et faut pas rêver, tu vois, tous les matins, on pourrait pas se permettre d'aller ouais, livrer à Bayonne, tu de faire vois. sans borne. Et ouais, c'est ça qui est compliqué, même si l'envie, elle est là, parce que tu sais que tu t'installes à Biarritz, ça fait rêver, tu vois. Mais non, je pense que dans quelques années, on aura deux boutiques de plus, je pense, j'espère. Mais ça aura été dur hein, si on y arrive, parce que là, tu vois, déjà 50, si on veut faire deux boutiques de plus, il faudra être ouais, 80. 80. Ouais. Donc 80, tu vois, ça reste gérable, mais tu vois, tu connais presque plus tous tes collaborateurs, tu Mm. vois, c'est compliqué. Et puis, tant qu'on maintiendra la qualité du produit, on le fera, je pense. Mais il faut que ma compagne me suive aussi, tu vois, parce que le problème, c'est que, c'est que je suis pas tout seul à décider, parce que moi, entre guillemets, maintenant, j'ai le bon rôle, parce que je me suis déchargé de l'administratif, je me suis déchargé de la production. Alors, tu vois, mes potes, ils me chambrent, ils disent que je branle rien, tu vois. Mais inconsciemment, c'est quand même moi qui maîtrise tout et qui ai les risques, mais voilà, il faut que je sois suivi, tu vois. C'est difficile de partir dans tous les sens et j'ai pas envie qu'on s'y brûle les ailes Mm. à vouloir aller trop vite. Donc j'espère qu'on aura 3 4 boutiques et qu'on ait un peu de temps pour profiter aussi voilà, de ma famille. Et ça sera déjà pas mal. Quel est ton plus grand rêve justement? À quel point tu pourrais rêver grand si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Alors bah, mon plus grand rêve, on n'en a pas parlé, tu vois, mais je l'ai un peu Un peu glissé? j'ai flirté un peu avec, tu vois. Enfin, c'était mon rêve, c'était perso, tu vois, c'était ce concours de meilleur ouvrier de France. Tu vois, ça c'était vraiment la suite en fait logique pour moi, tu vois, j'avais passé tous ces concours, machin, et donc ça c'était l'année dernière en 2023, où donc j'ai participé à ce concours. Et franchement, oui, alors ça l'est toujours, tu vois, inconsciemment, je suis en train de rebasculer. De J'avais, te remettre en mode compète, ouais, je sais gentiment? pas. Je sais pas si tu en as reçu des meilleurs ouvriers de France ou pas Pas encore. encore. Mais là, c'est vraiment, bah, c'est une autre planète, tu vois, c'est l'excellence. C'est le plus beau concours et c'est le plus gratifiant dans les métiers de l'artisanat. Et donc, j'ai été inscrit l'année dernière, en 2023. Et alors, c'était un peu fou parce que les sélections étaient le 14 février 2023. Donc, on venait de tourner la finale de la meilleure Trois boulangerie. semaines Donc, avant, enfin, ouais. ben là, le meilleur de France, tu es sur un autre niveau d'exigence encore en Mm. termes de prépa. Parce que là, donc, Ouais, c'est un an de prépa oui, et quand puis tu c'est fais prépa devenir mentale. morpho. Enfin Ouais, là, il faut être. Là, tu es tout seul. Donc de Mm. nouveau rebasculer sur un concours seul. Le plus haut niveau d'exigence dans notre métier. Et avec des Donc, personnes qui ont une expérience ouais, tu as triple de ou tout. quadruple au tienne, Ouais, et des puis fois. tu as beaucoup de gens dans ce concours, nous, dans nos métiers, qui sont profs ou qui Mm. sont démonstrateurs, qui ont énormément de temps. Donc moi, je m'étais lancé là-dedans, c'était mon rêve. Donc tu as une sélection, ce qu'on appelle la demi-finale et après la finale. Donc moi, j'ai passé la demi-finale. Et donc j'étais finaliste du concours et donc la finale, elle était fin avril l'année dernière. Donc c'était où? En Alsace ou par là-bas en haut, là, dans le nord. Et donc, Au-dessus de la Garonne, quoi. ouais. Et en fait,
je savais que j'avais gagné la meilleure boulangerie de France, Ouais. parce que j'avais tourné quelques mois avant. Et moi, j'avais que ça en tête de me dire qu'en fait, parce que tout aurait cadré, c'est-à-dire qu'on aurait gagné la meilleure boulangerie de France. Et à une semaine d'intervalle, en fait, j'ai eu les résultats de la finale du concours de meilleure boulangerie de France. Donc, dans mes rêves, c'était ça, tu vois. C'était d'avoir ces 2 titres à la fois. Donc, j'ai bossé, mais comme un malade, c'est-à-dire entre le mois de février, les sélections, et le mois d'avril. Pendant un mois et demi, je me suis coupé de ma famille, je me suis coupé de tout. J'allais m'entraîner sur Toulouse. Enfin, tu vois, j'étais dans un Airbnb. J'ai fait que ça, vraiment. Je me suis sacrifié corps et âme pendant un mois et demi pour y arriver, parce que tu vois, j'étais habitué à réussir à chaque fois tout. Donc, épreuve très difficile, c'est sur 3 jours. Et l'épreuve se passe magnifiquement bien. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, la magie des concours a fait que j'ai pas été titré, tu vois, donc ça a été très très dur. On était 12 finalistes, mais très dur parce que beaucoup de sacrifices, le travail était là. Vraiment, enfin, je suis sorti de là, et moi et mon coach qui est toujours le même, Didier, qui m'a accompagné, tu vois, il a pris la retraite, mais jusqu'au bout, il m'a accompagné à ce concours. Et en fait, quand on a eu fini l'épreuve, en fait, c'est un buffet, tu vois, tu présentes un buffet, tout le monde a le même sujet. Et j'étais raide, mais raide, comme rarement, et sûr, quasiment, enfin, tu vois, on voyait les autres, et les autres sûrs aussi que ça allait le faire, tu vois. En fait, c'est une note, il faut avoir plus de 16 sur 20. Donc tous les 4 ans, c'est ce concours, donc c'est quand même assez, tu vois, c'est dur, parce que c'est que tous les 4 ans. Et, T'as un MOF tous les 4 ans? non, il peut y en avoir plusieurs, en fait, c'est une Oui. note, il faut avoir plus de 16. Ok. Et donc c'est ça qui est bien dans ce concours, c'est que c'est pas une compète. Oui, c'est une compète avec toi-même. C'est une compète avec toi-même. Puis voilà, il faut la note. Ça, c'est sur le papier. Et du coup, le concours finit sur quasiment, enfin très 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 sûr de moi. Pourtant pas mon genre, tu vois, vraiment. Mais là, franchement, le boulot, rien à dire, le comportement, enfin c'est un tout, tu vois, c'est une image. Ils cherchent des gens qui sont. Et donc je me disais, en plus de ça, j'étais le seul artisan en finale, ou un des seuls artisans. Les autres c'était que des profs. Je me dis, putain, je suis artisan. J'avais 40 salariés à l'époque, machin. Enfin, tu vois, il y avait un côté aussi où je me disais, je dégage. Tu vois, je déteste parler de moi, mais je me disais, Non, mais une certaine légitimité. Ouais, je dégage quand même quelque chose. J'étais champion de France, champion d'Europe, meilleur apprenti de France, j'ai gagné la meilleure boulangerie de France. Alors ça se savait pas encore à l'époque, quand j'ai passé. Moi, je le savais, le jury le savait, mais le public ne le savait pas. Et en fait, tu vois, je me cherche pas d'excuses, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui a péché, mais du coup, j'ai pris une claque énorme, en fait, parce que même les autres candidats étaient sûrs que j'allais passer. Et du coup, là, ça a été terrible, en fait. Ça a été vraiment très dur parce que c'était mon rêve tu vois, mais j'ai pleuré, mon pauvre, mais pendant des jours et des jours. C'était dramatique pour moi. Et en fait, heureusement, derrière, il y avait la diffusion. Je sais pas, quand je te dis ça, c'était un timing de 15 jours, tu vois. 15 jours après, en fait, il y avait la diffusion de la finale. Et donc derrière, je savais qu'il allait y avoir ce côté médiatique, machin, qui allait me remettre en piste. Mais tu vois, on avait prévu une énorme fête pour le titre. Et en fait, je me rêvais, tu vois, de faire cadrer ça et de fêter les deux en même temps, tu vois. C'était vraiment... Mais en fait, presque, ça paraissait trop beau, tu vois. Ouais, tu l'avais tellement projeté que... Ouais, tellement projeté. Et puis inconsciemment, tu vois aussi, dans la façon dont j'ai été noté et tout, je pense qu'il y avait ce côté un peu, tu vois, j'avais 32 ans. En fait, j'avais fini, tu vois. Là, j'avais, comme on dit, tué le game, tu vois. Ouais, à 32 ans. 32 ans, je pouvais pas faire mieux, tu vois, derrière. Et du coup, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était en fait ce titre-là en même temps, c'était peut-être pas une bonne chose aussi, tu vois, c'était peut-être prématuré, peut-être que j'étais pas lucide sur ce que j'avais fait, mais deux images différentes, deux compètes en même temps. Ouais, et puis un côté un peu, tu vois, ça c'est un peu médiatique, c'est pas trop leur tasse de thé, donc en fait, inconsciemment, tu vois, ça m'a peut-être joué des tours, ce côté entre guillemets réussite et trop tout, trop vite, trop jeune. Et du coup, tu prends une branlée. C'était très très dur. Et donc à chaud dégoûté parce que le sentiment d'injustice, enfin, vraiment, j'étais lessivé, j'étais blasé. Et là, tu vois, ça fait 1 an maintenant qu'on a eu les résultats. Et bon, je sais pas si je retournerai, tu vois, mais... Ah ouais? Bah, T'as eu ta note, du coup? Non. Ah, tu connais pas ta note? Mais non, c'est pour ça, c'est un sketch, en fait. T'as pas tes notes, alors que... Ouais, donc tu connais pas quels sont, ce qui a pêché, tes axes d'amélioration, tout ça, c'est... Je sais pas. Ça a été très dur, tu vois, parce qu'il y avait vraiment un sentiment d'injustice, tu vois, pas de magouille, mais enfin, putain, tu sais pas, tu comprends pas, les gars qui sont titrés,
c'est des super artisans, machin, mais quand tu vois, tu te dis, putain, si lui l'a eu, moi je devais l'avoir, tu vois, comparé au travail. Donc tu sais pas, ça restera des jurys, voilà, tu peux pas savoir comment c'est noté inconsciemment. C'est ça qui est très dur. Ouais. Oui, parce que du coup, tu peux pas savoir où est-ce que tu peux t'améliorer, ce qui a pêché, et Non. comment revenir encore plus fort. Ouais. C'est dur au niveau de Alors l'analytique. maintenant, tu vois, avec le temps, au bout d'un an après, je sais que je peux, voilà. Au début, je disais à tout le monde, j'y retournerai pas parce que je serai pas plus fort dans 4 ans, tu vois. Je pense pas pour être plus fort dans 4 ans. Et bon, ben là, maintenant, tu vois, je relativise, j'échange avec d'autres et je me dis, écoute, ben voilà, peut-être que sur le moment, avec la frustration, j'étais pas lucide mais je sais pas si, tu vois, c'est les projets pro qui feront que oui ou non. Est-ce que le momentum sera là? Ouais, mais c'est quand même, tu vois, c'est quand même mon rêve, tu vois. Mais à côté de ça, plus pour moi que pour me parader avec ma veste, tu vois, parce qu'après, voilà, tu vois, Etchebest, tu vois, t'as ce col. Mais tu vois, j'en ai plein des vestes avec des cols, mais je déteste les mettre, tu vois. Je suis pas du tout là-dedans. Et c'est vrai que je me dis, oui, si je l'ai, c'est vraiment pour moi, mais c'est pas pour le mettre en avant. Ou c'est plus, voilà, c'est plus moi, ma fierté perso, tu vois, montrer, me prouver à moi-même que j'ai réussi. Donc, voilà, mon rêve, c'est ça. Après, écoute, on verra si. T'as 3 ans. J'ai 3 ans, on verra si j'y arrive, quoi. T'as fait partie des 12 finalistes, c'est déjà... Non, mais c'est ça. Mais bon, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait en début d'émission. C'est la 2e place. Bon, ouais, c'est super, t'es finaliste, relativise, machin, mais moi, c'est pas du tout ma mentalité. Tu vois. Oui, tout à fait. Mais voilà, il faut savoir. J'apprends, ans. Tu vois, là, entre guillemets, c'était mon premier vrai échec, tu vois. Parce que j'étais toujours trop mal habitué, tu vois. Je venais de gagner ça, tous les concours, plus ou moins, j'ai toujours eu des médailles d'or, machin. Et là, putain, t'es pas habitué à. Tu vois. Surtout quand tu mets les ingrédients. En fait, que j'aurais pu passer à côté, tu vois, ça reste une épreuve. On est des humains, tu vois. Le jour J, tu peux être pas bon, tu peux te tromper. Il y a plein de trucs, tu peux te tromper dans une recette. Enfin, c'est humain, tu vois. Mais là, le sentiment du travail accompli et pas payé, c'était dur pour moi, tu vois. La gestion de l'échec, c'est pas simple. Surtout quand t'as connu que des succès. Exactement. Mais bon, je pense que ça m'a servi, tu vois, quand même. Ça m'a fait du bien aussi, peut-être de prendre une petite claque, tu vois. Il y a plein de gens qui me le disent aussi, ça te fait du bien. Je m'en serais passé, mais de toute façon, maintenant, c'est fait. Écoute, et ce titre-là, finalement, il nous a apporté tellement plus que ce que m'aurait apporté le titre de meilleur ouvrier de France, tu vois. Alors là, je parle en businessman, mais le titre de meilleur ouvrier de France, oui, ça parle aux gens du métier. Tu prends 100 personnes, la plupart, ils savent pas te dire. Ils vont te dire, oui, c'est Etchebest, machin, mais ils savent pas trop qu'est-ce que ça représente. Ce titre-là, en fait, il a touché le public, tu vois, il a touché les gens. Il y a des gens, ils étaient fous, tu vois, alors que ça reste une émission de télé. Et puis là, tu as mis en avant l'équipe aussi. Ouais, aussi. Là où moi, c'est ça. Puis là, j'en ai appris des choses avec toi. Déjà, c'est tous les 4 ans. C'est un système de notes, c'est pas qu'une personne, etc. Ouais. C'est vraiment quelque chose. C'est un monde à part. Ouais, quelque chose de particulier. Ça, comme tu as dit, tu as mis en avant les équipes. Ça, c'est les équipes, le public, tu vois, ma clientèle quotidienne, en fait, elle était contente. Les gens, ils étaient à fond, ils venaient tous les jours à la boutique. On est sûr que vous allez gagner. Je sais pas, moi. Vous verrez vendredi. Tu vois. Je sais pas. Donc, du coup, ça m'a fait, voilà, on a passé à autre chose. Et puis après, on a tellement pris une vague de boulot que je suis passé à autre chose. Écoute, c'est comme ça. Des fois, j'ai coup de mou, j'y repense, tu vois, les photos, machin. Tu te dis, putain, c'est dur parce que, tu vois, après, ça t'amène sur d'autres terrains. Tu peux faire de la formation, tu peux aller à l'étranger. Après, tu as ce col-là, tu voyages. C'est une reconnaissance incroyable. Tu peux faire des formations dans le monde entier sans souci. Donc bon. Mais est-ce que c'est ce que j'ai envie? J'aime pas du tout l'avion, je déteste ça. Je me rassure, tu vois. T'es bien à Pau. Ouais, je suis bien à Pau. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Quelles sont les rencontres inspirantes que tu as pu faire dans ton parcours, en dehors de Monsieur Chastel au début, dont on a parlé? Est-ce qu'il y a des personnes, que ce soit dans ton métier ou pas d'ailleurs, des personnalités, des rencontres inspirantes que tu as eues? Ouais, il y en a quelques-uns quand même, mais vraiment inspirantes. Il y a ce fameux Pascal là, dont je t'ai parlé tout à l'heure, Pascal Rigaud, qui est bordelais mais qui est installé à San Francisco maintenant. Alors il a été numéro 2 de Starbucks, c'est un monstre. C'est vraiment c'est un gars, tu vois. Il était le patron de Nicolas, mon collègue de Coupe de France et Coupe d'Europe. Et en fait, c'est lui qui nous a invités à San Francisco. Quand on a été champion de France, il n'avait jamais vu Nicolas. Parce que bon, il était à San Francisco, mais il a des boulangeries en France et sur Bordeaux notamment, parce qu'il est originaire de là. Et il nous appelle, il nous dit, je vous donne rendez-vous au Hall de Bacalan à Bordeaux tel jour. Puis on dit, qu'est-ce qu'il nous veut lui? Et le mec, génial. Et en fait, il nous a filé des billets d'avion pour aller
à San Francisco pendant une semaine. Et du coup, il nous a invités, Royal, il nous a tout montré. Il a des business de partout. Et en fait, ce mec-là, hyper inspirant parce que simple, mais même trop simple presque. Des fois, tu te dis, mais tu veux pas un t-shirt? Enfin, tu vois, il s'en fout de tout. Mais il vit en bas du Golden. Non, comment ça s'appelle là, le pont là. Merde, oui. Enfin, il a une maison qui vaut des millions. Tu vois. Et le mec était hyper simple. Et en fait, il est hyper inspirant dans ce côté entrepreneuriat. Parce que lui est parti avec un sac à dos à Bordeaux. Alors, c'est un truc que je ferai jamais, tu vois. Mais j'ai beaucoup apprécié en fait ce côté entrepreneuriat. Et puis, c'était dans la boulangerie. Tu vois, il est parti, il a fait du pain pour les restos. En fait, je me retrouve un peu dans ce gars-là. Donc j'ai beaucoup aimé et là tu vois on est re-rentré en contact, on s'est revus donc j'aime beaucoup cette personne. Après j'ai eu la chance de rencontrer le fameux Cédric Grolet, tu vois, sur un stage en 2017, donc c'était tout au début et un mec génial, c'est-à-dire qu'après de suite ça a matché, on s'est super bien entendu et il nous a invités avec ma compagne 2 fois à Paris, tu vois, on a échangé avec lui, on a été visiter les cuisines du Meurice avec lui, enfin un gars alors que bon il est intouchable hein. Ouais. Et en 2017 c'était le début où il commençait vraiment à exploser. Ouais. Et un mec vraiment tu vois très très fort et très gentil. Alors maintenant tu vois j'ai plus de contact, je sais pas, là je pense qu'il a vraiment changé de planète lui, il est vraiment sur une autre planète que les autres encore. Mais vraiment un mec inspirant par sa créativité, sa com, tu vois. Enfin, sa marque de fabrique, c'est sa com. C'est magnifique, tu vois, tout ce qu'il fait et c'est inspirant là-dessus. Alors qu'il y est tombé par hasard sur la com. Ah ouais? Il t'a raconté? Non. Il y est tombé par hasard, c'est un de ses salariés, jeune, qui voulait faire une vidéo sur TikTok ou c'était Instagram à l'époque. Il dit ouais mais en fait mais c'est trop beau ce qu'on fait, il faudrait qu'on le mette en avant, tout ça, machin. Il dit non mais moi ça me parle pas. Et à un moment donné il a lâché, tu dis bah il dit si tu veux t'en fais. Et puis en fait c'est parti comme ça, lui il était pas du tout convaincu. Ouais. Ah ouais. Bah là c'est... Eux ils vivent que de ça en fait. Ouais, exactement. Donc lui, très belle rencontre et après... Après, non, inspirant, mon père, tu vois. Top. Mon père, mon père, ça a toujours été un gros bosseur. Et tu sais, quelqu'un de dur, qui va pas te dire je t'aime, ou enfin, tu vois, un mec, mais bosseur. À l'ancienne, c'est pas le mot. Et tu vois, mais par contre, hyper fier maintenant, tu vois, de ce qu'on fait. Et là, dès qu'il y a des travaux, c'est lui qui est là, tu vois, c'est le travailleur de l'ombre, tu vois. Et inconsciemment, tu vois, quand t'as un papa qui travaille, qui se plaint pas, alors s'il se plaint, il se plaignait, là il est à la retraite, ça va, mais tu vois quand tu baignes dans une famille comme ça où t'es bien encadré, c'est hyper important, tu vois, je le vois moi dans mes équipes, tu vois vite les gamins qui sont stables, ou tu demandes qu'est-ce que font tes parents, tu vois, et moi c'était ça mon père, alors même si c'était rien à voir avec mon métier, mais il était artisan, il a bossé tout seul toute sa vie, et le matin à 4h il était au boulot, enfin tu vois, c'était inconcevable. Et même pour lui, là, tu vois, des fois, même quand tu vois, il supporte pas que je parte en vacances, il supporte pas que je sois pas là. C'est pour ça que tu sois fermé le dimanche. Ah ouais, clairement, tu vois, quand on a ouvert un hostie, là, par contre, il faut être ouvert le dimanche. Je dis non. Alors du coup, c'est une relation un peu particulière parce que voilà, c'est à l'ancienne, mais ouais, je te dirais lui parce que ce côté de travail quand même, parce que maintenant, certes, je suis plus au taf à proprement parler, tu vois, je suis pas au pétrin. Mais bon, tu vois, j'ai 33 ans, ça fait 17 ans que je fais ce métier et j'ai bossé, tu vois. On ne peut pas dire que maintenant j'oublie un peu, mais j'y suis passé au pétrin et au four et au truc. Et donc je pense que c'est lui aussi qui m'a donné cette envie de travailler. Et puis il y a un côté reconnaissance où après, quand les gens te reconnaissent, alors tu vois, c'est bête, mais tu vois, les gens te reconnaissent, les gens sont contents de discuter avec toi. Enfin, c'est une petite fierté, tu vois, inconsciemment, on a tous notre ego et après, tu as envie de cultiver ça et de continuer à donner une image positive. Donc, c'est toujours un plaisir quand les gens viennent discuter avec moi ou tu vois, des fois, tu as des petits jeunes qui veulent faire des photos. On fait des ateliers aussi, tu sais, pour les particuliers. Des cours. Des cours pour les particuliers. Alors, je me force un peu à le faire parce que ça prend du temps et que le samedi, tu vois, c'est notre grosse journée. Mais le samedi matin, je fais ces cours pour les particuliers. Mais les gens, en fait, ils adorent, tu vois. Des fois, je vois, il y a des gens, ils viennent même pas pour l'atelier. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils veulent échanger avec moi, savoir l'émission, comment c'est passé, patati. Et parce que du coup, on visite le labo, les gens s'imprègnent un peu du truc. Donc tu vois, c'est ce côté un peu notoriété où c'est toujours plaisant. Tu vois, tu peux pas te plaindre que les gens te reconnaissent ou quoi, même s'il y a des fois, tu vois, c'est un peu trop. Tu vois, des fois, tu vas manger au resto, la dame elle te reconnaît, un truc, elle te dit ah c'est vous, oui. Tu vois, je peux pas aller dans une boulangerie.
acheter un croissant pour espionner, tu vois. Je peux plus le faire parce que je suis catalogué partout, tu vois. Et puis ils savent que si je viens, c'est pas pour manger un croissant, c'est pour voir les prix, c'est pour voir autre chose. Donc, mais bon, écoute, on va pas se plaindre, il y a bien pire. Hein. T'as conscience de cette notoriété aujourd'hui? Bah, alors moi, pas trop. Pas trop, mais le truc, c'est que maintenant, j'ai mon directeur de boutique, quelqu'un qui me gère les deux boutiques, qui est pas d'ici, qui est arrivé de Toulouse. Et lui en fait, c'est lui qui me le fait capter tout le temps. Il me dit, mais tu te rends pas compte, parce que les gens, il me dit, le nombre de gens qui sont en boutique et qui demandent si tu es là, il me dit, c'est tous les jours. Il me dit, tous les jours, il y a des gens. Et alors, il pense que c'est lui, parce que moi, je me cache toujours. Moi, quand je suis en boutique, tu me verras jamais à la vente ou proche. Moi, je suis toujours au fond. Et alors, du coup, les gens croient que c'est lui, parce que lui, il a une carrure, là. Et les gens qui ne savent pas physiquement qui je suis, il dit, c'est vous Non, non, il est par là derrière, machin. Mais il me dit, les gens demandent et tout. Non, mais c'est chouette. Moi, si je peux être inspirant pour les jeunes, tu vois, surtout dans nos métiers, c'est tout ce que je souhaite, tu vois. Après, j'ai zéro prétention, mais si les jeunes veulent faire notre métier, tu vois, c'est un beau métier qui est dur, mais bon, les apprentis, il n'y a jamais autant d'apprentis, tu vois, dans nos métiers, donc c'est quand même bon signe. Il y a les émissions de télé qui nous aident à ça, avec un côté aussi où il faut faire gaffe, parce qu'on en a beaucoup qui pensent que c'est comme à la télé, et c'est pas la réalité. À la télé, tu vois pas la planche. Ouais. Mais non, inspirant, oui, je le vois. On a, sans te mentir, 100 candidatures d'apprentis tous les ans. Donc quasiment tous les apprentis qui passent là, ils nous envoient un CV. Parce que voilà, parce qu'ils se réfèrent à ça, au réseau, machin, ils aiment bien postuler, parce que voilà, il y a des jeunes avec nous, on fait maison, ils sont contents. Ça fait bien de dire qu'on est chez Granger. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est le but aussi de ce podcast, de faire témoigner des personnalités inspirantes et d'inspirer les gens à ton tour. Donc c'est cool. Non, mais c'est une bonne chose. Dernière question, si tu te revois, que tu visualises, que tu te revois enfant ou ado, à ce jeune Jean-Baptiste qui pensait ne pas aller dans la boulangerie parce qu'il ne mangeait pas de pain, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf. Qu'est-ce que je lui dirais? Je sais pas. C'est pas facile comme question. Non, je garde la meilleure pour la fin. Non, mais bah, tu sais, c'est des trucs bateaux, mais moi, c'est un peu particulier. Je vais pas te dire de croire en ses rêves, parce que c'était pas mon rêve d'être boulanger. Donc, clairement. mais par contre, tu vois, par contre, quand tu fais quelque chose, c'est de le faire à fond, tu vois. Et c'est vrai que moi, c'est de le faire à fond, mais surtout de le faire du mieux que possible. Et ça, je leur dis tout le temps à mes gars, je leur dis, que tu le fasses bien ou mal, ça prend le même temps, la plupart du temps, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Je ne conçois pas de faire quelque chose et de mal le faire ou de le faire à moitié, en fait. Je ne supporte pas. Si je fais quelque chose, je le fais à fond. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, j'aime pas bricoler, donc je bricole pas, tu vois, parce que sinon, je voudrais que ce soit parfait et c'est pas mon truc. Mais par contre, dès que je vais cuisiner ou quoi, tu vois, je supporte pas l'à peu près, tu vois. Donc je suis hyper dur avec mon entourage, avec mes parents, parce que c'est pas mon métier, mais par contre, je veux le faire, tu vois, il faut que ce soit nickel. Et dans mon métier, c'est ça. Donc le conseil que je donnerais à ce jeune Jean-Baptiste, c'est ça. C'est, si tu fais les choses, fais-les bien et fais-les à fond. Et après, je pense qu'il n'y a pas de... Je dis toujours que j'ai une bonne étoile, mais tout le monde me dit non. En fait, tu vois, c'est le travail qui fait quand même que tout se goupille bien. Mais j'ai toujours eu de la chance, tu vois, dans mes rencontres, que ce soit professionnel, perso. Enfin, tout c'est toujours bien goupillé, mais je pense qu'il n'y a rien sans rien quand même. On attire ce qu'on est. C'est ça. L'heure de l'attraction. Et croire en soi. Ouais, aussi, ouais. Merci à toi, Jean-Baptiste, pour ce moment. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ou regardé cet épisode, que vous pouvez retrouver également sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode avec un prochain invité. Salut!